Singh doing here? What are you doing here? Weapons of this war back in the hands of you. My men, you remember me? Beasts of No Nation. Beasts of No Nation. Voici une série d'analyses et d'explications complètes du film réalisé par Kari Joji Fukunaga en 2015. Ce long métrage, adapté du roman d'Uzodinma Iweala, constitue une plongée immersive dans l'univers des enfants soldats et dans la mécanique impitoyable des guerres civiles africaines. Dès les premières images, le spectateur est prévenu qu'il ne s'agit pas d'un divertissement conventionnel, mais d'une expérience sensorielle et morale destinée à marquer durablement les consciences. Le film se présente comme un conte cruel où l'innocence se désagrège sous les coups de la barbarie ordinaire, porté par une mise en scène d'une beauté paradoxale qui contraste avec la laideur des actes commis à l'écran. Le choix du réalisateur de ne jamais situer précisément le pays où se déroule l'action est essentiel pour comprendre la portée universelle du récit. En refusant d'ancrer l'histoire dans une géographie identifiable, Fukunaga évite le piège du commentaire politique localisé et élève son film au rang de parabole sur la guerre, l'enfance et la manipulation. Cette absence de repères géographiques précis renforce également le sentiment d'enfermement et de perte de repères vécu par le personnage principal, Agu, dont le monde familier disparaît brutalement pour laisser place à un no man's land moral et physique. Le spectateur, comme l'enfant, est plongé dans un territoire mental où les frontières entre le bien et le mal, le réel et le cauchemar, se dissolvent progressivement. Le film s'ouvre sur une scène d'apparente légèreté où Agu et ses camarades jouent à imiter une émission de télévision en utilisant un poste imaginaire. Cette séquence inaugurale est d'une importance capitale car elle établit immédiatement le registre du film. Celui d'une enfance normale, faite de jeux, de rires et d'insouciance, brutalement happée par la violence adulte. Le téléviseur vide devient un symbole puissant de la manière dont les enfants transforment le monde qui les entoure en spectacle, avant de devenir eux-mêmes les acteurs d'une réalité bien plus terrifiante. Cette scène installe également la voix intérieure d'Agu, ce monologue intérieur poétique qui accompagnera tout le film et qui agit comme un fil conducteur reliant l'enfant qu'il était à la bête qu'il deviendra.
L'irruption de la guerre dans la vie d'Agu est brutale et dépourvue de toute préparation narrative. Le père d'Agu, figure d'autorité protectrice et bienveillante, est exécuté sommairement par les soldats gouvernementaux, ainsi que son frère aîné. Cette double perte constitue le traumatisme originel du récit, celui qui précipite la chute du jeune garçon dans l'univers des rebelles. La manière dont Fukunaga filme cette scène est remarquable. Pas d'emphase mélodramatique, pas de gros plans larmoyants, mais une violence sèche, presque administrative, qui rend l'horreur encore plus insupportable. Le spectateur assiste à l'anéantissement d'une cellule familiale en quelques secondes, sans que personne ne puisse intervenir ou même comprendre pleinement ce qui se passe. La fuite d'Agu dans la brousse constitue la première étape de sa métamorphose. Livré à lui-même, affamé et terrifié, il erre dans un paysage qui lui était autrefois familier et qui devient soudain hostile et menaçant. Cette errance est filmée comme une traversée initiatique inversée. Au lieu de grandir et de s'affirmer, Agu se défait progressivement de ses repères d'enfant pour devenir une proie, un être traqué qui n'a d'autre choix que de se soumettre à la première autorité qui lui offrira une protection, même illusoire. La nature luxuriante de la forêt africaine, magnifiquement photographiée par Kari Fukunaga lui-même, devient un décor oppressant où chaque ombre cache un danger potentiel, où chaque bruit annonce une possible exécution. La rencontre d'Agu avec le commandant marque le véritable point de bascule du film. Idriss Elba incarne ce chef de guerre charismatique avec une intensité qui transcende les simples catégories manichéennes du bien et du mal. Le commandant est à la fois séducteur et prédateur, protecteur et bourreau, père de substitution et geôlier. Lorsqu'il recueille Agu, il ne se contente pas de lui offrir un abri et de la nourriture. Il lui propose une identité nouvelle, une place au sein d'une communauté armée, un but dans un monde qui en est dépourvu. Cette scène d'accueil est délibérément ambivalente. Le spectateur sait que cette rencontre scellera le destin tragique de l'enfant, mais il comprend aussi pourquoi Agu accepte cette offre avec un mélange de soulagement et de terreur. Le processus d'embrigadement d'Agu est décrit avec une précision clinique qui glace le sang. Le film montre comment le jeune garçon est progressivement dépouillé de son humanité par une série de rituels violents. On lui rase la tête, on lui donne un fusil plus grand que lui, on l'habitue à la drogue pour anesthésier sa peur et sa conscience, et surtout on le force à commettre son premier meurtre à la machette. Cette scène, d'une violence insoutenable, est traitée avec une retenue formelle qui en accentue l'horreur. La caméra s'attarde moins sur le geste lui-même que sur le visage d'Agu, sur son regard qui vacille entre l'horreur et l'acceptation. C'est ce moment précis qui transforme l'enfant en soldat, qui tue symboliquement l'innocence et fait naître la bête évoquée par le titre. La voix off d'Agu, omniprésente dans le film, mérite une analyse particulière. Elle n'est pas simplement un procédé narratif destiné à guider le spectateur. Elle constitue l'expression d'une conscience fragmentée, d'un être qui tente désespérément de donner un sens à ce qui lui arrive. Les paroles d'Agu, empreintes d'une naïveté poétique et d'une profondeur métaphysique bouleversante, évoquent par moments les monologues intérieurs des personnages de Terrence Malick, auxquels Fukunaga est souvent comparé. Mais là où Malick cherche l'élévation spirituelle, Fukunaga explore les ténèbres de l'âme humaine avec une lucidité impitoyable. Les pensées d'Agu sur Dieu, sur le bien et le mal, sur la mort, sont celles d'un enfant qui a vieilli trop vite et qui cherche dans les mots un refuge contre la folie du monde. Le personnage du commandant est sans doute l'une des créations les plus fascinantes du cinéma de guerre contemporain. Idriss Elba lui confère une épaisseur tragique qui évite soigneusement la caricature. Le commandant n'est pas un simple fou sanguinaire. Il croit sincèrement en sa cause, se présente comme un libérateur du peuple opprimé, et manifeste à l'égard de ses jeunes soldats une affection qui, pour être manipulatrice, n'en est pas moins réelle. Cette ambiguïté rend le personnage infiniment plus terrifiant qu'un méchant unidimensionnel, car elle montre que les pires bourreaux sont souvent des êtres convaincus de leur propre bonté. Le commandant se perçoit comme un père, un guide spirituel, un sauveur, alors qu'il n'est en réalité qu'un rouage d'une machine de mort qui broie les enfants pour assouvir des ambitions de pouvoir. La relation entre Agu et Strika, son compagnon muet, constitue l'un des fils les plus émouvants du film. Strika, qui a perdu l'usage de la parole à cause des horreurs qu'il a subies, devient le double silencieux d'Agu, son frère d'infortune, l'incarnation de tout ce que le jeune garçon refuse de verbaliser. Leur amitié naît dans des circonstances monstrueuses et se développe dans la violence et la terreur, mais elle n'en demeure pas moins authentique et profondément humaine. À travers ce duo d'enfants brisés, le film montre que même au cœur de l'enfer, des liens de solidarité et d'affection peuvent subsister, comme une étincelle d'humanité qui refuse de s'éteindre. Strika est également le rappel constant de ce qu'Agu aurait pu devenir s'il n'avait pas trouvé en lui la force de continuer à penser, à se souvenir, à espérer. La structure narrative du film épouse le parcours intérieur d'Agu avec une fidélité remarquable. Le récit n'obéit pas aux conventions classiques du film de guerre hollywoodien. Pas de montée en puissance dramatique linéaire, pas de climax spectaculaire, pas de résolution triomphale. Au contraire, le film progresse par paliers de dégradation, par soubresauts de violence entrecoupés de moments d'attente et d'errance, jusqu'à l'épuisement complet du personnage et du spectateur. Cette structure fragmentée, qui épouse la logique du cauchemar plutôt que celle du récit traditionnel,
reflète la dislocation mentale d'Agu et son incapacité à donner un sens à son expérience. Le spectateur est ainsi invité à partager le désarroi du personnage, à renoncer à ses attentes narratives habituelles, à se laisser porter par un flux d'images et de sensations qui ne laisse aucun répit. La photographie de Kari Joji Fukunaga joue un rôle fondamental dans l'esthétique du film. Le réalisateur, qui officie également comme directeur de la photographie, a choisi une palette de couleurs saturées qui magnifie les paysages africains tout en créant un contraste saisissant avec la noirceur du propos. Les verts profonds de la forêt, les ocres des pistes de latérite, les ciels flamboyants des couchers de soleil composent un décor d'une beauté presque irréelle, comme si la nature elle-même refusait de se laisser souiller par la barbarie humaine. Cette beauté formelle n'est pas un ornement gratuit. Elle participe pleinement du propos du film en montrant que la guerre ne détruit pas seulement les êtres, mais aussi le monde dans lequel ils vivent, transformant un paradis terrestre en champ de ruines. La violence dans Beasts of No Nation n'est jamais gratuite ni complaisante, bien qu'elle soit omniprésente. Fukunaga filme les exactions avec une retenue qui en accentue l'impact. Souvent, la caméra se détourne au moment du coup, préférant montrer les visages des témoins, les corps qui tombent, les regards qui se vident. Cette stratégie de mise en scène, qui refuse le spectacle de la souffrance, témoigne d'un profond respect pour les victimes réelles des conflits africains. Le film ne cherche pas à provoquer un choc éphémère, mais à susciter une prise de conscience durable en montrant les conséquences psychologiques et morales de la violence sur ceux qui la subissent et ceux qui la perpètrent. La question du point de vue est centrale dans l'économie du film. Tout est vu à travers les yeux d'Agu, ce qui impose au spectateur une identification immédiate et parfois insupportable avec l'enfant soldat. Fukunaga ne nous permet jamais de nous réfugier dans une position confortable de spectateur extérieur. Nous sommes avec Agu dans la brousse, avec lui dans les villages pillés, avec lui lorsqu'il commet l'irréparable. Cette immersion totale, renforcée par l'usage de caméras portées et de plans rapprochés, crée un sentiment de claustrophobie et d'oppression qui constitue l'une des grandes réussites du film. Le spectateur n'observe pas la guerre. Il la vit de l'intérieur, avec toute la confusion, la peur et l'ambiguïté morale que cela implique. Le traitement du corps dans Beasts of No Nation mérite une attention particulière. Les corps des enfants soldats sont montrés comme des territoires investis par la guerre. Corps amaigris, corps drogués, corps armés, corps mutilés. Le film insiste sur cette transformation physique qui accompagne la métamorphose morale d'Agu. Le jeune garçon, d'abord fragile et fluet, se muscle progressivement, adopte une démarche de soldat, apprend à porter un fusil comme un prolongement naturel de son bras. Cette évolution corporelle est le signe visible de la désagrégation intérieure, la preuve que la guerre s'inscrit littéralement dans la chair de ceux qui la font et la subissent. À la fin du film, le corps d'Agu n'est plus celui d'un enfant, mais celui d'un survivant marqué à jamais par les stigmates de la violence. La figure du père occupe une place centrale dans l'économie symbolique du film. Le père biologique d'Agu, présent dans les premières scènes, incarne l'autorité bienveillante, la protection, la transmission des valeurs. Sa mort brutale laisse un vide que le commandant s'empressera de combler en se présentant comme un père de substitution. Mais là où le père biologique protégeait et éduquait, le commandant exploite et corrompt. Cette opposition entre les deux figures paternelles structure tout le récit et donne au film sa dimension tragique. Agu est condamné à chercher un père dans un monde qui a tué le sien, et il ne trouve que des monstres prêts à exploiter sa vulnérabilité. Cette quête du père perdu est l'une des clés de lecture les plus riches du film, celle qui lui confère une résonance psychanalytique et mythologique profonde. Le film aborde également la question de la masculinité et de la violence comme rite initiatique perverti. Dans de nombreuses cultures africaines, le passage de l'enfance à l'âge adulte est marqué par des rituels qui testent le courage et la résistance des jeunes garçons. Beasts of No Nation montre comment la guerre détourne ces rituels pour fabriquer des tueurs. Le premier meurtre d'Agu est présenté comme une épreuve initiatique, un baptême de sang qui le fait entrer dans la communauté des soldats. Cette perversion des traditions est au cœur de la critique du film. En transformant les enfants en guerriers, la guerre ne les fait pas grandir, elle les mutile psychologiquement et moralement, les privant à jamais de leur enfance. La représentation des femmes dans le film, bien que secondaire, n'est pas sans intérêt. Les mères, les sœurs, les épouses apparaissent furtivement, souvent comme des victimes collatérales de la violence masculine. La mère d'Agu, contrainte de fuir avec sa fille, incarne cette féminité chassée du monde par la guerre, reléguée aux marges du récit. Le film ne s'attarde pas sur le sort des femmes violées, réduites en esclavage, massacrées, mais leur absence même constitue un commentaire éloquent sur la nature profondément patriarcale de la guerre. Les femmes sont les grandes oubliées du récit, celles dont la voix est étouffée, dont le corps est un champ de bataille parmi d'autres. La bande sonore de Dan Romay accompagne le récit avec une discrétion remarquable. Plutôt que d'imposer une musique omniprésente qui manipulerait les émotions du spectateur, le film privilégie les sons naturels. Le bruit du vent dans les arbres, le crépitement des armes à feu, les cris des oiseaux et des enfants. Cette économie sonore crée un contraste saisissant avec la violence des images et renforce l'impression de réalité documentaire. Lorsque la musique surgit enfin, dans les moments les plus intenses,
elle est d'autant plus poignante qu'elle a été rare, réservée pour les instants de grâce ou d'horreur absolue. Cette tenue musicale témoigne de la maturité artistique de Fukunaga et de sa confiance dans la puissance des images pour émouvoir le spectateur. La scène du premier meurtre d'Agu constitue sans doute le sommet dramatique du film. Contraint par le commandant de frapper à la machette un prisonnier déjà agonisant, Agu hésite, pleure, supplie, avant de s'exécuter dans un accès de rage et de désespoir. Cette scène, d'une violence psychologique extrême, est filmée sans aucune complaisance. La caméra s'attarde sur le visage d'Agu, sur ses larmes, sur le tremblement de ses mains, sur le regard vide du prisonnier. Le spectateur assiste, impuissant, à la destruction définitive de l'innocence du personnage. Après ce meurtre, Agu ne sera plus jamais le même. Il a franchi une ligne dont on ne revient pas, et le reste du film sera l'histoire de sa tentative désespérée de survivre à cette chute. La notion de communauté est explorée avec une subtilité remarquable tout au long du film. La brigade d'enfants soldats fonctionne comme une micro-société régie par des règles impitoyables. Loyauté absolue envers le commandant, mépris de la peur, célébration de la violence. Mais cette communauté offre aussi à ses membres un sentiment d'appartenance, une fraternité née du partage des épreuves et de la mort. Les scènes de vie quotidienne dans le camp, où les enfants jouent, se chamaillent, échangent des histoires, montrent que même dans l'horreur, des liens humains authentiques peuvent se tisser. Cette complexité empêche le film de sombrer dans le manichéisme et rappelle que les enfants soldats ne sont pas simplement des victimes passives, mais aussi des acteurs qui tentent de donner un sens à leur existence. Le rapport à la religion et à la spiritualité traverse tout le film de manière lancinante. Agu, élevé dans une famille chrétienne, s'interroge constamment sur la présence de Dieu au milieu de tant de souffrances. Ses prières, ses doutes, ses élans mystiques ponctuent le récit et lui confèrent une dimension métaphysique profonde. Le film ne propose pas de réponse à la question du mal, mais il la pose avec une sincérité bouleversante. La foi d'Agu, d'abord naïve et enfantine, se transforme progressivement en un cri de désespoir adressé à un ciel vide. Cette quête spirituelle avortée est l'une des dimensions les plus tragiques du personnage, celle qui le rapproche des grandes figures de la littérature existentialiste. La notion de survie est au cœur de l'expérience d'Agu. Le film montre comment l'instinct de conservation peut pousser un enfant à des actes impensables. Agu ne tue pas par conviction idéologique ni par plaisir sadique. Il tue pour rester en vie, pour prouver sa loyauté, pour éviter d'être lui-même exécuté. Cette logique de survie qui transforme les victimes en bourreaux est l'un des aspects les plus dérangeants du film. Elle oblige le spectateur à s'interroger sur ce qu'il aurait fait à la place d'Agu, sur les compromissions auxquelles il aurait consenti pour sauver sa peau. Cette question sans réponse est le cœur du malaise provoqué par le film, celle qui empêche toute condamnation facile et tout jugement hâtif. La représentation des adultes dans le film est presque uniformément négative. Les parents d'Agu sont tués, le commandant est un manipulateur, les supérieurs du commandant sont des politiciens cyniques, les soldats gouvernementaux sont des assassins. Les seuls adultes qui apparaissent sous un jour positif sont les casques bleus des Nations Unies, mais leur intervention est tardive, limitée, et ne résout rien. Cette vision pessimiste de l'humanité adulte est cohérente avec le point de vue du film. Ce sont les adultes qui créent les guerres, et ce sont les enfants qui en paient le prix. La condamnation implicite de la lâcheté et de la cupidité des aînés est sans appel. La dislocation de la brigade rebelle, dans la seconde moitié du film, marque un tournant dans le récit. La guerre se retourne contre ceux qui la font. Le commandant est destitué par ses supérieurs, la brigade est livrée à elle-même, les enfants errent sans but dans une brousse devenue hostile. Cette décomposition du groupe reflète la désillusion croissante d'Agu, qui comprend progressivement que le commandant n'est pas le leader invincible qu'il prétendait être, mais un homme parmi d'autres, soumis au même rapport de force et aux mêmes trahisons. La chute du commandant est aussi la chute de la figure paternelle que s'était inventée Agu, et cette double perte le laisse plus seul que jamais. La scène où Agu retrouve sa mère, dans un camp de réfugiés, est l'une des plus déchirantes du film. La mère ne reconnaît pas son fils, ou plutôt refuse de le reconnaître, tant il a changé. Agu est devenu un étranger pour celle qu'il a mis au monde, un monstre que la guerre a rendu méconnaissable. Cette scène de non-retrouvailles, où le regard de la mère glisse sur le visage de son fils sans s'y arrêter, est d'une cruauté insoutenable. Elle montre que la guerre ne détruit pas seulement les corps, mais aussi les liens les plus sacrés qu'elle creuse entre les êtres des abîmes infranchissables. La fin du film, qui voit Agu recueilli par les casques bleus et placé dans un centre de réhabilitation, est empreinte d'une ambiguïté délibérée. Le spectateur aimerait croire à une rédemption possible, à une reconstruction de l'enfant brisé. Mais le film se garde bien de tout optimisme facile. Les dernières images montrent Agu seul, assis sur un rocher face à la mer, perdu dans ses pensées, incapable de se réinsérer dans le monde des vivants. Cette fin ouverte refuse de trancher. Agu est-il guéri? Est-il condamné à rester à jamais prisonnier de ses souvenirs? Le film ne répond pas, et c'est cette incertitude qui hante le spectateur longtemps après le générique.
La dimension politique du film est indissociable de sa dimension esthétique. Fukunaga ne se contente pas de dénoncer le phénomène des enfants soldats, il interroge les mécanismes profonds qui rendent possible de telles atrocités. La pauvreté, l'absence d'État, la corruption, la circulation incontrôlée des armes, l'indifférence de la communauté internationale. Autant de facteurs qui, sans être explicitement nommés, sont présents en filigrane dans chaque plan. Le film est un réquisitoire contre la folie des hommes, mais aussi un appel à la responsabilité collective, une invitation à ne pas détourner le regard de ces horreurs qui se déroulent loin de nos écrans de télévision. L'interprétation d'Abraham Atta est l'une des plus remarquables de l'histoire du cinéma d'enfance. Ce jeune acteur ghanéen, découvert par hasard, porte le film sur ses épaules avec une maturité et une justesse qui laissent pantois. Son visage, incroyablement expressif, passe en un instant de l'innocence à la terreur, de la joie à la résignation, avec une économie de moyens qui force l'admiration. Sa performance a été saluée par la critique internationale et lui a valu le prix Marcello Mastroianni à la Mostra de Venise, récompense réservée aux jeunes acteurs les plus prometteurs. Il incarne Agu avec une vérité qui transcende le jeu d'acteur et touche à l'essence même de l'enfance meurtrie. La réception critique du film à sa sortie a été largement favorable, mais certains observateurs ont souligné les risques d'une telle entreprise. Le film a été accusé par certains de faire le jeu du voyeurisme occidental en exposant la souffrance africaine à des fins de divertissement. Cette critique, bien que minoritaire, mérite d'être examinée. Fukunaga a répondu à ces accusations en insistant sur la rigueur de sa documentation et sur son désir de restituer la complexité des situations sans jamais tomber dans le misérabilisme. Il a également souligné que le film avait été tourné avec des acteurs et des techniciens locaux, et qu'il contribuait à faire connaître au monde une réalité trop souvent ignorée. La comparaison avec d'autres films de guerre est inévitable et éclairante. Beasts of No Nation s'inscrit dans une lignée qui remonte au chef-d'œuvre du cinéma soviétique, notamment le cuirassé Potemkin de Sergueï Eisenstein, dont il reprend la structure en escalier et la violence sèche. Mais il doit également beaucoup à des films comme L'enfance d'Ivan d'Andreï Tarkovsky qui explore lui aussi les ravages de la guerre sur un enfant, ou encore Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, dont le commandant est une lointaine réincarnation du colonel Kurtz. Ces filiations confèrent au film une profondeur culturelle qui dépasse le simple cadre du cinéma africain et l'inscrit dans l'histoire universelle du cinéma. La question de la mémoire et du témoignage est omniprésente dans le film. Agu raconte son histoire à la première personne, comme s'il cherchait à la fois à se souvenir et à oublier. Son récit est un acte de survie psychique, une manière de mettre en mots l'indicible pour tenter de l'apprivoiser. Mais la mémoire est aussi un fardeau, une blessure qui ne cicatrise pas. Le film montre que les survivants de telles expériences sont condamnés à porter en eux les images de ce qu'ils ont vu et fait, à jamais hantés par les fantômes de leurs victimes. Cette dimension testimoniale donne au film une portée éthique qui dépasse le simple divertissement cinématographique. La représentation de la drogue dans le film est d'une précision glaçante. Les enfants soldats sont régulièrement drogués pour anesthésier leur peur et décupler leur agressivité. Ces scènes montrent comment la manipulation chimique s'ajoute à la manipulation psychologique pour transformer les enfants en machines à tuer. Agu, comme ses compagnons, est progressivement dépendant de ces substances qui lui permettent de ne plus penser, de ne plus sentir, de ne plus se souvenir. Cette drogue est le carburant de la guerre, le lubrifiant qui permet aux engrenages de la violence de tourner sans grincer. En montrant cet aspect méconnu du phénomène des enfants soldats, le film contribue à une compréhension plus fine des mécanismes de l'embrigadement. La relation entre Agu et la nature évolue tout au long du film. Au début, la forêt est un lieu de jeu et de découverte, un espace de liberté où l'enfant peut s'épanouir. Après sa fuite, elle devient un refuge précaire, un abri menacé par les bêtes et les hommes. Puis, avec l'arrivée dans la brigade, la nature se transforme en champ de bataille, en terrain de chasse, en décor de massacre. Cette évolution reflète la dégradation intérieure d'Agu, qui perd progressivement le contact avec la beauté du monde pour ne plus voir que la laideur de la guerre. La nature, dans le film, est un miroir de l'âme du personnage, et sa transformation progressive est l'un des signes les plus subtils de la tragédie en cours. Le film explore également la question de la culpabilité et du pardon. Agu est hanté par le souvenir de ses crimes, par les visages de ceux qu'il a tués, par le sang qu'il a versé. Cette culpabilité est d'autant plus douloureuse qu'elle est injuste. Agu est une victime autant qu'un bourreau, un enfant qui a été forcé de faire le mal pour survivre. Mais la culpabilité ne se raisonne pas, elle s'impose, elle écrase, elle empêche de vivre. Le pardon, s'il existe, ne peut venir que des autres et de soi-même, et le film montre à quel point ce chemin est long et incertain. Cette dimension morale profonde élève le film au rang des grandes œuvres sur la condition humaine. La mise en scène de Fukunaga privilégie les plans longs et les mouvements de caméra fluides qui suivent les personnages sans les lâcher. Cette technique crée une impression de continuité et d'immersion totale dans l'action, comme si le spectateur était lui-même un membre de la brigade. Les plans rapprochés sur les visages, les mains, les armes, créent une intimité troublante avec les personnages,
tandis que les plans larges sur les paysages dévastés rappellent l'ampleur du désastre. Cette alternance entre le microcosme et le macrocosme donne au film sa respiration particulière, son rythme à la fois haletant et contemplatif. Le choix de tourner en pellicule 35 mm, plutôt qu'en numérique, contribue à l'esthétique singulière du film. La pellicule confère aux images une texture granuleuse, une chaleur organique, qui contraste avec la froideur clinique du numérique. Les couleurs sont saturées, les contrastes accentués, les noirs profonds. Ce choix technique, de plus en plus rare dans le cinéma contemporain, témoigne d'un souci esthétique qui élève le film au rang d'œuvre d'art. Fukunaga, qui a également été directeur de la photographie sur le film, a su tirer parti des possibilités expressives de la pellicule pour créer des images d'une beauté saisissante. La scène de la traversée du fleuve, où les enfants soldats pataugent dans l'eau boueuse sous une pluie battante, est l'une des plus mémorables du film. Cette séquence, d'une durée inhabituelle, est filmée comme une descente aux enfers, une traversée du Styx qui mène les personnages vers une mort certaine. L'eau, élément traditionnellement associé à la purification et à la Renaissance, devient ici un élément de souillure et de noyade. Cette inversion symbolique est caractéristique de la vision du monde du film. Dans l'univers de la guerre, les valeurs sont inversées, les symboles détournés, les espoirs déçus. Le fleuve ne lave pas les péchés, il les charrie comme un flux ininterrompu de sang et de boue. La dimension initiatique du film est renforcée par sa structure en 3 parties, qui évoquent les rites de passage traditionnels. La première partie, celle de la séparation, voit Agu arraché à son monde familier et projeté dans l'inconnu. La deuxième partie, celle de la marge, est la plus longue et la plus sombre. Agu erre dans l'entre-deux, ni enfant ni adulte, ni victime ni bourreau, soumis à des épreuves de plus en plus terribles. La troisième partie, celle de la réintégration, est à peine esquissée. Agu est recueilli par les casques bleus, mais sa réintégration dans le monde des vivants reste incertaine. Cette structure initiatique inversée, où le passage à l'âge adulte se fait par la destruction plutôt que par la construction, est l'une des clés de lecture les plus fécondes du film. Et la question de la langue et de la traduction mérite également d'être soulevée. Le film est tourné en anglais, mais avec des accents et des tournures qui rappellent les langues locales. Ce choix linguistique a été critiqué par certains puristes, qui y voient une concession au public international. Mais il peut aussi être interprété comme une tentative de créer une langue hybride, un idiome de la guerre qui transcende les frontières nationales. Les dialogues, souvent minimalistes, laissent une large place au silence et au regard, comme si les mots étaient devenus impuissants à exprimer l'indicible. Cette économie verbale est l'une des forces du film, celle qui lui confère sa puissance évocatrice. L'absence quasi totale d'humour dans le film est révélatrice de son ambition. Fukunaga ne cherche pas à soulager le spectateur par des moments de détente, à lui offrir des respirations comiques qui rendraient l'horreur plus supportable. Au contraire, il maintient une tension constante, une atmosphère d'angoisse qui ne se relâche jamais. Cette austérité assumée est un choix artistique courageux qui refuse la facilité et respecte l'intelligence du spectateur. Le film n'est pas un divertissement. C'est une épreuve, un chemin de croix que le spectateur doit parcourir aux côtés d'Agu, sans échappatoire possible. Et la représentation de la hiérarchie militaire et politique dans le film est d'une grande subtilité. Le commandant n'est pas le sommet de la pyramide, il est lui-même soumis à des supérieurs qui le manipulent et le trahissent. Cette chaîne de commandement opaque, où les ordres circulent sans que l'on sache qui les donne, crée un sentiment de confusion et d'absurdité qui rappelle les grands films sur la bureaucratie de la guerre. Les enfants soldats, au bas de l'échelle, sont les instruments de force qui les dépassent et dont ils ignorent tout. Cette dimension systémique de la violence est essentielle pour comprendre la portée politique du film. La guerre n'est pas le fait d'individus isolés, mais d'un système qui produit et reproduit la violence. La fin ouverte du film a suscité de nombreux débats parmi les critiques. Certains y voient une note d'espoir, la promesse d'une rédemption possible pour Agu. D'autres y voient une ultime cruauté, le constat désabusé que la guérison est impossible. La vérité est sans doute entre les deux. Le film suggère que la rédemption est possible, mais qu'elle est longue, incertaine, et qu'elle passe par la confrontation avec ses propres démons. Cette fin ouverte, qui refuse le happy end hollywoodien, est cohérente avec le réalisme du film et avec son ambition de témoigner de la complexité du phénomène des enfants soldats. L'impact culturel du film a été considérable, bien qu'il soit difficile à mesurer précisément. Beasts of No Nation a contribué à sensibiliser l'opinion publique internationale à la question des enfants soldats, qui reste l'un des problèmes les plus graves de l'Afrique contemporaine. Il a également démontré la capacité de Netflix à produire des œuvres cinématographiques ambitieuses et exigeantes, en dehors des circuits traditionnels de distribution. Ce double impact humanitaire et industriel fait de Beasts of No Nation un film charnière dans l'histoire du cinéma, un objet hybride qui appartient à la fois au passé et au futur du 7e art. La question de la responsabilité de l'Occident dans les conflits africains est abordée de manière oblique dans le film. Les armes utilisées par les rebelles et les forces gouvernementales proviennent, pour la plupart, de l'étranger.
Les intérêts économiques qui se cachent derrière les guerres civiles africaines sont évoqués en filigrane, sans jamais être explicitement dénoncés. Cette discrétion est délibérée. Fukunaga refuse le pamphlet politique pour se concentrer sur l'expérience humaine de la guerre. Mais le spectateur attentif ne peut manquer de s'interroger sur la complicité des puissances étrangères dans les atrocités commises par les enfants soldats. Cette dimension politique implicite donne au film une portée critique qui dépasse le simple constat humanitaire. La performance d'Idriss Elba dans le rôle du commandant a été saluée par l'ensemble de la critique comme l'une des meilleures de sa carrière. L'acteur britannique, connu pour ses rôles dans des séries télévisées à succès, livre ici une composition d'une intensité rare qui transcende les stéréotypes du chef de guerre africain. Son commandant est un personnage complexe, déchiré entre ses ambitions personnelles et sa sincérité idéologique, entre sa brutalité et sa tendresse. Cette ambiguïté rend le personnage infiniment plus intéressant et plus effrayant qu'un simple méchant de cinéma. Idriss Elba parvient à susciter à la fois la fascination et la répulsion, rappelant les grands monstres sacrés du cinéma, de Marlon Brando dans Apocalypse Now à Ralph Fiennes dans La liste de Schindler. La question de la masculinité toxique est au cœur du processus d'embrigadement décrit par le film. Les enfants soldats sont conditionnés à considérer la violence comme une preuve de virilité, la peur comme une faiblesse honteuse, la compassion comme une trahison. Ce conditionnement passe par des humiliations, des défis, des rituels de passage qui visent à éradiquer toute trace de féminité, c'est-à-dire toute trace d'humanité. Agu est constamment sommé de se comporter en homme, ce qui signifie en soldat, ce qui signifie en tueur. Cette éducation à la violence est une forme de maltraitance psychologique qui laisse des traces indélébiles et qui explique la difficulté des anciens enfants soldats à se réinsérer dans la société civile. La représentation de la mort dans le film est d'une sobriété qui contraste avec la débauche d'hémoglobine des films d'action hollywoodiens. Les morts sont rapides, silencieuses, presque banales. Un coup de feu, un corps qui tombe, et la vie continue comme si de rien n'était. Cette banalisation de la mort est l'un des effets les plus dévastateurs de la guerre sur les esprits, et le film le montre avec une précision clinique. Agu, qui au début du film est terrifié par la vue du sang, finit par tuer sans émotion, comme on accomplit une corvée. Cette évolution est le signe le plus tangible de sa déshumanisation, de sa transformation en bête, comme le suggère le titre. Le titre du film, Beasts of No Nation, est lui-même lourd de signification. Il évoque ces enfants qui n'appartiennent à aucune nation, ces êtres sans patrie qui errent dans les marges du monde civilisé. Mais il suggère aussi que la guerre transforme les hommes en bêtes, qu'elle abolit les frontières entre l'humain et l'animal. Cette double lecture est au cœur du projet de Fukunaga, montrer comment la guerre déshumanise, comment elle réduit les êtres à l'état de créatures sauvages, tout en reconnaissant que même les bêtes sont capables de solidarité, de loyauté, d'amour. Cette tension entre la sauvagerie et l'humanité traverse tout le film et lui confère sa profondeur philosophique. La scène où Agu et ses compagnons attaquent un village est l'une des plus éprouvantes du film. La caméra suit les enfants soldats qui se répandent dans les rues, tirent sur les habitants, pillent les maisons, violent les femmes. Cette séquence, filmée en long plan fluide, crée une impression de chaos total qui désoriente le spectateur. Aucun repère, aucun refuge, aucun moment de répit, la violence est partout, inévitable, écrasante. Cette immersion dans l'horreur est rendue possible par la virtuosité technique de Fukunaga, qui parvient à maintenir une tension maximale sans jamais perdre le spectateur. C'est peut-être la scène la plus marquante du film, celle qui justifie à elle seule le visionnage de cette œuvre exigeante. La question de la résilience est au cœur de la fin du film. Agu, malgré tout ce qu'il a subi, n'est pas totalement détruit. Il conserve en lui une étincelle d'humanité, une capacité à ressentir, à se souvenir, à espérer. Cette résilience est le fruit de sa jeunesse, mais aussi de la solidarité qu'il a pu trouver auprès de certains de ses compagnons, comme Strika. Le film suggère que même dans les circonstances les plus atroces, la solidarité et l'amour peuvent constituer des îlots de résistance contre la barbarie. Cette note d'espoir, aussi ténue soit-elle, est essentielle pour éviter le désespoir total et pour rappeler que l'humanité n'est jamais totalement anéantie. Et la dimension documentaire du film ne doit pas être sous-estimée. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, Beasts of No Nation repose sur des recherches approfondies menées par le réalisateur et son équipe. Fukunaga a rencontré d'anciens enfants soldats, consulté des organisations humanitaires, étudié les conflits du Libéria et de la Sierra Leone. Cette rigueur documentaire se ressent dans la précision des détails, la justesse des situations, la crédibilité des personnages. Le film ne prétend pas représenter fidèlement un conflit particulier, mais il s'appuie sur des réalités avérées pour construire une fiction crédible et respectueuse des victimes. La question de la justice et de l'impunité est soulevée par le film de manière implicite. Les crimes commis par les enfants soldats restent, pour la plupart, impunis. Les responsables politiques et militaires qui ont armé ces enfants sont rarement traduits en justice. Cette impunité est l'une des causes de la perpétuation des cycles de violence dans les régions touchées par les conflits. Le film, en montrant la souffrance des victimes,
appelle implicitement à une justice internationale plus efficace et à une prise de conscience collective de la responsabilité des États dans la protection des enfants. La représentation de l'éducation dans le film est profondément pessimiste. Avant la guerre, Agu allait à l'école et rêvait de devenir médecin ou enseignant. La guerre détruit cette aspiration, comme elle détruit tout le reste. Le film montre que l'éducation est l'une des premières victimes des conflits armés, privant des générations entières de la possibilité de s'épanouir et de contribuer au développement de leur pays. Cette perte de capital humain est l'une des conséquences les plus graves et les plus durables des guerres civiles, et le film en rend compte avec une lucidité douloureuse. La scène finale, où Agu est assis au bord de l'océan, est d'une beauté mélancolique qui hante longtemps le spectateur. La mer, symbole d'infini et de liberté, contraste avec l'enfermement intérieur du personnage. Agu est libre physiquement, mais prisonnier de ses souvenirs, de ses remords, de ses traumatismes. Ce plan final, qui s'attarde longuement sur le visage de l'enfant, est une invitation à la méditation sur le destin des victimes de guerre, sur la possibilité du pardon, sur le sens de la vie après l'horreur. C'est l'une des fins les plus poignantes du cinéma contemporain, celle qui donne au film sa résonance universelle et intemporelle. L'héritage de Beasts of No Nation est multiple. Sur le plan artistique, le film a prouvé qu'il était possible de traiter des sujets les plus sombres avec une beauté formelle qui ne trahit pas la gravité du propos. Sur le plan industriel, il a ouvert la voie à une nouvelle génération de films produits par les plateformes de streaming, libérés des contraintes commerciales du cinéma traditionnel. Sur le plan humanitaire, il a contribué à faire connaître au grand public la tragédie des enfants soldats et à susciter des vocations d'engagement. Ce triple héritage fait de Beasts of No Nation une œuvre majeure du cinéma du XXIe siècle, un film qui restera dans l'histoire comme un témoignage puissant sur la barbarie humaine et la résilience de l'enfance. La dimension universelle du film transcende son contexte africain. Bien que l'action se déroule dans un pays non identifié d'Afrique de l'Ouest, le phénomène des enfants soldats est mondial. Il a touché et touche encore l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient. Le film de Fukunaga, en refusant de situer précisément son récit, invite à une réflexion globale sur les causes et les conséquences de ce fléau. Cette universalité fait de Beasts of No Nation une œuvre qui parle à tous les spectateurs, quelles que soient leurs origines, et qui les interpelle sur leur responsabilité collective face à ces crimes contre l'humanité. La relation entre le commandant et ses supérieurs hiérarchiques est l'un des aspects les plus intéressants du film. Le commandant, qui se présente comme un leader charismatique et indépendant, est en réalité soumis à une autorité supérieure qui le manipule et le trahit. Cette trahison des chefs rebelles entre eux montre que la guerre est avant tout une affaire de pouvoir et d'argent, et que les idéaux affichés ne sont souvent que des prétextes. Cette dimension cynique de la politique rebelle renforce le pessimisme du film et laisse peu d'espoir quant à la possibilité d'une résolution pacifique des conflits. La question de la réhabilitation des enfants soldats est abordée dans la dernière partie du film. Le centre où est recueilli Agu ressemble à un camp de transit, où les enfants sont nourris, soignés, mais pas véritablement accompagnés sur le plan psychologique. Cette représentation réaliste de l'aide humanitaire, souvent insuffisante et mal adaptée, est un constat amer sur les limites de l'intervention internationale. Le film suggère que la simple survie physique ne suffit pas pour guérir, les enfants soldats ont besoin d'un accompagnement psychologique et social de longue durée, dont ils sont rarement bénéficiaires. Et la beauté des paysages africains, magnifiés par la photographie de Fukunaga, est en contraste permanent avec la laideur des actes humains. Ce contraste crée une tension esthétique qui est l'une des signatures du film. Les couchers de soleil flamboyants, les rivières scintillantes, les forêts luxuriantes composent un décor de paradis terrestre, tandis que les massacres, les viols, les exécutions transforment ce paradis en enfer. Cette coexistence de la beauté et de l'horreur est l'une des grandes forces du film, celle qui le rend à la fois insoutenable et fascinant. La question du libre arbitre est posée par le film de manière lancinante. Agu est-il responsable de ses actes? Peut-on le juger pour les crimes qu'il a commis sous la contrainte? Ces questions, qui hantent le droit international et la philosophie morale, sont au cœur de l'expérience du personnage. Le film ne propose pas de réponse définitive, mais il montre que la frontière entre la victime et le bourreau est parfois ténue, et que la justice doit prendre en compte les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvent les enfants soldats. Cette complexité morale est l'une des contributions les plus importantes du film à la réflexion sur les conflits armés. La représentation de la fuite et de l'errance dans le film est d'une grande force poétique. Les scènes où Agu et ses compagnons marchent à travers la brousse, affamés et épuisés, rappellent les grands récits d'exode et de migration. La caméra suit ces silhouettes frêles dans des paysages immenses et indifférents, créant un sentiment d'écrasement et de solitude. Ces longues marches silencieuses sont ponctuées de rencontres avec des cadavres, des villages brûlés, des champs dévastés, autant de signes de la présence de la guerre et de son cortège de destruction. L'errance des enfants soldats est une métaphore de la condition humaine dans un monde en ruine, une quête sans but dans un univers dépourvu de sens. La question de la virilité et de la violence est explorée à travers le personnage du commandant,
qui incarne une masculinité toxique et destructrice. Sa force, son autorité, son charisme reposent sur sa capacité à inspirer la peur et à exercer la violence. Ce modèle de virilité, fondé sur la domination et la destruction, est transmis aux enfants soldats qui apprennent à considérer la violence comme une preuve de valeur. Le film montre que cette conception de la masculinité est l'une des causes profondes des guerres, qui se nourrissent de la volonté de puissance et de domination des hommes. Cette critique implicite de la virilité guerrière donne au film une dimension féministe qui mérite d'être soulignée. La scène où le commandant prononce un discours enflammé devant ses troupes est l'une des plus impressionnantes du film. Idriss Elba y déploie toute sa puissance d'acteur, mêlant la grandiloquence du tribun politique à l'intensité du prédicateur religieux. Ce discours, qui promet la victoire et la gloire, est un exemple parfait de la rhétorique de guerre, qui transforme la violence en épopée et le meurtre en héroïsme. Le film montre comment les mots peuvent être des armes aussi redoutables que les fusils, et comment la manipulation rhétorique peut conduire des enfants à donner leur vie pour des causes qui les dépassent. La dimension psychologique du film est approfondie par les scènes de cauchemars et d'hallucinations qui ponctuent le récit. Agu, sous l'effet de la drogue et du traumatisme, voit des images effrayantes qui mêlent ses souvenirs et ses peurs. Ces scènes oniriques, filmées avec une liberté formelle qui contraste avec le réalisme du reste du film, expriment la fragmentation de la psyché du personnage. Elles montrent que la guerre ne se déroule pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les esprits, où elle laisse des cicatrices invisibles mais durables. Ces incursions dans l'inconscient d'Agu donnent au film une profondeur psychologique qui le distingue des simples films de guerre. La relation entre Agu et sa mère, bien que brièvement montrée, est d'une grande intensité émotionnelle. La mère incarne la tendresse, la protection, la vie, tout ce que la guerre détruit. Sa disparition, après la mort du père et du frère, laisse Agu totalement seul au monde. La scène de non-retrouvailles à la fin du film est d'autant plus déchirante qu'elle montre la distance infranchissable qui s'est creusée entre la mère et le fils. La mère ne peut pas reconnaître son enfant dans ce soldat endurci, et Agu ne peut pas se reconnaître lui-même dans le regard de sa mère. Cette rupture des liens familiaux est l'une des tragédies les plus profondes du film. La question de la banalité du mal, théorisée par Hannah Arendt, est illustrée de manière saisissante dans le film. Les bourreaux ne sont pas des monstres exceptionnels, mais des êtres ordinaires qui se sont habitués à la violence. Le commandant, les soldats gouvernementaux, les enfants de la brigade, tous sont pris dans une logique qui les dépasse et qui les conduit à commettre des actes atroces sans véritablement les interroger. Cette banalité du mal est l'un des enseignements les plus dérangeants du film, celui qui oblige le spectateur à s'interroger sur sa propre capacité à commettre l'irréparable dans des circonstances exceptionnelles. La représentation de l'espoir dans le film est ténue mais réelle. Elle passe par la solidarité entre les enfants, par la beauté de la nature, par la voix intérieure d'Agu qui ne cesse jamais de chercher un sens à sa souffrance. Cet espoir, qui ne se manifeste jamais de manière triomphale, est ce qui permet au spectateur de traverser l'épreuve du film sans sombrer dans le désespoir. Il est le signe que l'humanité, même dans les circonstances les plus extrêmes, n'est jamais totalement anéantie, et qu'une reconstruction est toujours possible, aussi lente et douloureuse soit-elle. La question de la mémoire collective et de la transmission est au cœur du projet du film. En racontant l'histoire d'Agu, Fukunaga contribue à la mémoire des victimes des guerres civiles africaines, trop souvent oubliées par l'histoire officielle. Le film est un acte de témoignage, une manière de donner une voix à ceux qui ne peuvent plus parler. Cette dimension mémorielle donne au film une portée éthique et politique qui dépasse le simple divertissement. Il s'agit de transmettre aux générations futures la mémoire des atrocités commises, afin qu'elles ne se reproduisent pas. Cette ambition éminemment morale fait de Beasts of No Nation une œuvre nécessaire, un film qui ne peut laisser indifférent celui qui le regarde avec attention et empathie. Et la technique de mise en scène de Fukunaga privilégie l'immersion sensorielle. Les bruits de la guerre sont omniprésents. Crépitement des fusils, explosions lointaines, cris des blessés, silence oppressant des forêts. Cette bande-son immersive contribue à créer une atmosphère d'angoisse et de réalisme qui enveloppe le spectateur. Les odeurs de la terre, de la sueur, du sang, semblent traverser l'écran grâce à la précision de la photographie et à la justesse des comédiens. Cette immersion sensorielle est l'une des grandes réussites du film, celle qui le distingue des représentations aseptisées de la guerre proposées par le cinéma grand public. La relation entre Agu et le temps est profondément altérée par le traumatisme. Le film montre comment la guerre distord la perception du temps, créant des moments d'éternité dans l'attente et des accélérations brutales dans l'action. Les longues scènes d'errance alternent avec des explosions de violence soudaines, créant un rythme imprévisible qui maintient le spectateur en état d'alerte permanente. Cette distorsion temporelle reflète l'état psychologique d'Agu, pour qui le temps n'a plus de sens, écrasé qu'il est par le poids de la souffrance et de la mémoire. La question de l'altérité et de la reconnaissance est posée de manière poignante dans la scène finale. Agu, en regardant la mer, semble chercher une image de lui-même qui ne soit pas celle du soldat qu'il est devenu. Il ne peut plus se reconnaître dans le miroir de l'eau, ni dans le regard des autres.
Cette perte d'identité est l'une des conséquences les plus tragiques de la guerre, qui détruit non seulement les corps mais aussi les âmes. La quête de soi d'Agu, qui traverse tout le film, est une quête de sens dans un monde qui en est dépourvu, une tentative désespérée de trouver une place dans un univers en ruine. L'héritage cinématographique de Beasts of No Nation est déjà considérable. Le film a influencé de nombreux réalisateurs en Afrique et ailleurs, qui ont trouvé dans l'œuvre de Fukunaga un modèle d'engagement esthétique et politique. Il a également contribué à faire émerger de nouveaux talents, à commencer par Abraham Atta, dont la carrière prometteuse est suivie avec attention par les professionnels du cinéma. Enfin, il a prouvé que le cinéma africain, trop souvent marginalisé, pouvait produire des œuvres d'une portée universelle capables de rivaliser avec les plus grandes productions internationales. Cet héritage est la preuve de la vitalité d'un cinéma qui ne demande qu'à être découvert et soutenu. La question de la réconciliation nationale, essentielle dans les sociétés sortant d'un conflit, est abordée de manière oblique dans le film. Agu, en tant qu'ancien enfant soldat, est à la fois une victime et un bourreau, ce qui complique sa réintégration dans la société. Les communautés qui ont subi les exactions des enfants soldats ne sont pas toujours prêtes à les accueillir à bras ouverts, et les anciens bourreaux ne sont pas toujours capables de demander pardon. Cette tension entre justice et réconciliation est l'un des défis majeurs des sociétés post-conflit, et le film en rend compte avec une lucidité qui ne cède ni au misérabilisme ni à l'angélisme. La scène où Agu est initié à la drogue par ses compagnons est l'une des plus troublantes du film. Cette initiation, présentée comme un rituel de passage, montre comment la drogue est utilisée pour briser les résistances morales des enfants et faciliter leur transformation en tueurs. Les scènes de consommation de drogue sont filmées sans complaisance, montrant les effets dévastateurs de ces substances sur les corps et les esprits des jeunes soldats. Cette représentation crue de la drogue comme instrument de guerre est l'une des contributions les plus originales du film à la compréhension du phénomène des enfants soldats. La dimension mythologique du film est renforcée par la présence de figures archétypales. Le commandant est un ogre, un monstre qui dévore les enfants. La forêt est un labyrinthe, un espace de perdition. La traversée du fleuve est une descente aux enfers. Ces références mythologiques, discrètes mais présentes, donnent au film une profondeur symbolique qui dépasse le simple réalisme. Agu devient un héros tragique, un Ulysse moderne qui traverse les épreuves pour retrouver son humanité perdue. Cette dimension mythologique élève le film au rang des grandes œuvres de la littérature universelle. La question de la responsabilité individuelle dans les crimes de guerre est au cœur des débats philosophiques et juridiques sur les enfants soldats. Le film montre que la frontière entre la culpabilité et l'innocence est floue, et que les enfants soldats sont à la fois des victimes et des bourreaux. Cette complexité morale oblige à repenser les catégories juridiques traditionnelles et à inventer des formes de justice adaptées aux situations exceptionnelles. Le film, en refusant de trancher, invite à une réflexion approfondie sur ces questions essentielles pour la construction d'une paix durable. La représentation de la faim et de la soif dans le film est d'une précision physique éprouvante. Les enfants soldats sont constamment affamés, assoiffés, épuisés. Leur corps amaigri, leur regard creux, leurs gestes l'en témoignent de la précarité de leur existence. Cette insistance sur les besoins physiologiques non satisfaits renforce l'impression de réalisme documentaire et suscite l'empathie du spectateur. La faim est une arme de guerre, un moyen de contrôle qui affaiblit les corps et les volontés. Le film montre que la survie passe d'abord par la satisfaction des besoins les plus élémentaires, et que la dignité humaine est indissociable de la possibilité de manger et de boire. La scène où le commandant est destitué par ses supérieurs est l'une des plus révélatrices des rapports de force au sein du mouvement rebelle. Le commandant, qui se croyait indispensable, est écarté sans ménagement, montrant qu'il n'est qu'un pion dans un jeu qui le dépasse. Cette humiliation est vécue par Agu comme une trahison, la chute d'une figure d'autorité qui lui avait promis protection et reconnaissance. Cette scène montre que la guerre est une machine qui broie même ceux qui croient la contrôler, et que personne n'est à l'abri de ses engrenages. Elle prépare la désillusion finale d'Agu et sa prise de conscience de la vacuité des promesses du commandant. Et la question de la beauté dans l'horreur est l'un des paradoxes les plus troublants du film. Fukunaga filme les atrocités avec une esthétique léchée qui risque de susciter le malaise du spectateur. Comment peut-on représenter la souffrance avec une telle beauté sans tomber dans l'esthétisation de la violence? Cette question, qui traverse toute l'histoire de l'art, est posée par le film avec une acuité particulière. La réponse de Fukunaga est nuancée. La beauté n'est pas une fin en soi, mais un moyen de rendre l'horreur supportable et mémorable, de transformer le témoignage en œuvre d'art sans trahir la vérité des faits. Cette ambition esthétique, aussi risquée soit-elle, est l'une des marques de fabrique du cinéaste. La représentation de la solidarité entre enfants soldats est l'un des aspects les plus émouvants du film. Malgré la brutalité de leurs conditions, les enfants développent des liens d'affection et de loyauté qui témoignent de la persistance de l'humanité dans les circonstances les plus extrêmes. Les scènes où ils se réconfortent, se soignent, se protègent mutuellement sont autant d'éclats de lumière dans les ténèbres de la guerre. Cette solidarité n'est pas idéalisée.
Elle est le fruit de la nécessité, de la peur partagée, du besoin de ne pas être seul face à l'horreur. Mais elle n'en est pas moins réelle et bouleversante, et elle contribue à rendre les personnages profondément attachants. La question de la virilité et de la performance est explorée à travers les scènes de parade et de démonstration de force. Les enfants soldats sont constamment mis en scène comme des guerriers redoutables, des tueurs sans pitié. Cette performance de la virilité est une construction sociale qui vise à masquer la fragilité et la peur des enfants. Le film montre les coulisses de cette performance, les moments de doute, de pleurs, de désespoir qui se cachent derrière la façade virile. Cette déconstruction de la masculinité guerrière est l'une des dimensions les plus subversives du film, celle qui remet en question les fondements mêmes de la culture de guerre. La scène où Agu tente de prier, seul dans la brousse, est l'une des plus poignantes du film. Sa prière, hésitante et désespérée, exprime le désarroi d'un enfant qui cherche dans la foi un refuge contre l'horreur. Mais le silence de Dieu, son absence apparente, renforce le sentiment d'abandon et de solitude. Cette scène pose la question de la théodicée, de la justification de Dieu face au mal, avec une simplicité qui force l'émotion. Agu ne trouve pas de réponse à ces questions, et sa foi vacille, sans pour autant s'éteindre complètement. Cette quête spirituelle inaboutie est l'une des dimensions les plus profondes du personnage, celle qui lui donne sa dimension universelle. Et la question de la reconstruction post-traumatique est évoquée dans les dernières scènes du film. Agu, dans le centre de réhabilitation, participe à des activités de groupe, écoute des témoignages, tente de se réapproprier son corps et son esprit. Ces scènes montrent que la guérison est un processus lent, collectif, qui passe par la parole et le partage. Mais elles montrent aussi les limites de cette reconstruction, l'impossibilité de revenir en arrière, de redevenir l'enfant innocent d'avant la guerre. Agu portera à jamais les cicatrices de son expérience, et c'est cette conscience de l'irréversible qui donne à la fin du film sa gravité. La dimension intertextuelle du film est riche et variée. On y trouve des références à la Bible, à la mythologie grecque, à la littérature coloniale, au cinéma de guerre classique. Ces références ne sont pas gratuites. Elles inscrivent le film dans une tradition culturelle qui donne à son propos une portée universelle. Le personnage d'Agu évoque à la fois l'Ivan de Tarkovsky, le Jim de Conrad, l'enfant de Michelangelo Antonioni. Cette intertextualité témoigne de la culture cinématographique et littéraire de Fukunaga, mais aussi de son ambition de créer une œuvre qui dialogue avec les grands récits de l'humanité sur la guerre et la violence. La question de la responsabilité de la communauté internationale est posée avec une acuité particulière par le film. Les casques bleus, qui apparaissent à la fin du film, sont représentés comme des spectateurs impuissants, incapables de prévenir les atrocités et limités dans leur capacité à aider les victimes. Cette représentation critique de l'aide internationale est un constat amer sur l'inefficacité des interventions militaires dans les conflits africains. Le film suggère que la prévention des guerres passe par des politiques de développement, d'éducation et de justice sociale, plutôt que par des interventions armées tardives et insuffisantes. La scène où Agu retrouve un carnet de dessins dans les ruines d'une école est d'une grande puissance symbolique. Ce carnet, rempli de dessins d'enfants, représente l'innocence perdue, les rêves détruits, l'éducation sacrifiée. Agu le contemple longuement, comme s'il cherchait dans ces images naïves un souvenir de celui qu'il était avant la guerre. Ce geste de mémoire est essentiel dans l'économie du film. Il montre que la culture et l'éducation sont les premières victimes de la guerre, mais aussi les principaux outils de la reconstruction. Le carnet de dessins est un symbole d'espoir, le rappel que l'enfance peut survivre même dans les circonstances les plus sombres. La question de la masculinité et de la tendresse est explorée à travers la relation entre Agu et Strika. Leur amitié, faite de gestes discrets, de regards échangés, de silences partagés, est une forme de tendresse qui contraste avec la brutalité de leur environnement. Cette tendresse masculine, loin des stéréotypes de la virilité guerrière, est un signe d'humanité qui résiste à la déshumanisation. Le film montre que même dans la guerre, les sentiments ont leur place, et que l'amour, sous toutes ses formes, est un rempart contre la barbarie. Cette dimension affective du film est l'une des plus belles et des plus méconnues, celle qui lui donne sa chaleur humaine. La représentation de la mort d'enfants dans le film est d'une sobriété qui en accentue l'horreur. Les enfants soldats meurent sans cérémonie, abandonnés sur le bord des routes, enterrés à la hâte ou laissés aux charognards. Cette banalisation de la mort des plus jeunes est l'un des aspects les plus insoutenables du film, celui qui suscite la plus forte indignation. Fukunaga ne filme pas ces morts avec complaisance, mais avec une retenue qui force le respect. Il montre que la guerre est d'abord et avant tout une guerre contre les enfants, les plus vulnérables, les plus innocents, les plus sacrifiés. La question de l'avenir de l'Afrique est posée en filigrane par le film. Agu, comme des millions d'enfants africains, est privé de son avenir par la guerre. Le film montre que la reconstruction du continent passe par la protection des enfants, par l'éducation, par la justice sociale. Cette dimension politique, bien que discrète, est essentielle pour comprendre la portée du film. Beasts of No Nation n'est pas seulement un témoignage sur les atrocités de la guerre.
c'est aussi un appel à l'action, une invitation à construire un avenir meilleur pour les générations futures. Cette ambition humaniste fait du film une œuvre engagée, un acte de résistance contre l'indifférence et la fatalité. Et la scène où Agu regarde les étoiles, allongées dans la brousse, est l'une des rares moments de paix du film. Dans ce bref instant de contemplation, l'enfant retrouve un semblant de sérénité, un contact avec la beauté du monde qui le relie à son enfance perdue. Cette scène, d'une grande délicatesse, montre que la nature peut être un refuge pour l'âme blessée, un lieu de ressourcement et de méditation. Elle rappelle également que la guerre n'a pas totalement détruit la capacité d'émerveillement d'Agu, et que cette capacité est peut-être la clé de sa survie psychique. Cette note d'espoir, aussi fugace soit-elle, est essentielle dans l'économie du film. La question de la mémoire et de l'oubli est posée par la voix off d'Agu qui parcourt tout le film comme un fil conducteur. Agu se souvient, raconte, analyse, tente de donner un sens à son expérience. Mais cette mémoire est aussi un fardeau, une source de souffrance qui empêche de vivre. Le film montre que l'oubli est impossible, mais que la mémoire peut être transformée en récit, en témoignage, en œuvre d'art. C'est ce travail de transformation que le film lui-même accomplit, en donnant une forme esthétique à l'indicible. Cette dimension métanarrative fait de Beasts of No Nation une œuvre consciente de sa propre fonction thérapeutique et mémorielle. La relation entre Agu et le commandant évolue tout au long du film, passant de l'admiration à la peur, puis à la désillusion. Cette évolution est le reflet du cheminement intérieur d'Agu, qui comprend progressivement que le commandant n'est pas le sauveur qu'il prétendait être, mais un manipulateur cynique. Cette prise de conscience est douloureuse mais nécessaire. Elle permet à Agu de se libérer de l'emprise du commandant et de retrouver une forme d'autonomie morale. Le film montre que la guérison passe par la reconnaissance de la manipulation et par la rupture avec le modèle paternel toxique incarné par le commandant. La scène finale, où Agu est assis au bord de l'océan, est l'une des plus ouvertes du film. Le spectateur ne sait pas ce que deviendra l'enfant, s'il pourra guérir, se reconstruire, trouver une place dans le monde. Cette incertitude est délibérée. Elle reflète l'incertitude qui pèse sur tous les anciens enfants soldats, dont le destin est rarement tracé d'avance. Elle exprime aussi la conviction de Fukunaga que la guérison est un processus long et incertain, qui dépend de nombreux facteurs individuels et collectifs. Cette fin ouverte, qui refuse le happy end, est l'une des plus justes du cinéma contemporain, celle qui respecte la complexité du réel et l'intelligence du spectateur. La dimension politique du film est renforcée par sa distribution sur Netflix, qui a permis de toucher un public mondial sans passer par les circuits traditionnels de distribution. Cette distribution innovante a suscité des débats sur la nature de l'expérience cinématographique, certains critiques estimant que le film méritait d'être vu en salle pour être pleinement apprécié. Mais elle a aussi permis de démocratiser l'accès à une œuvre exigeante, de la rendre disponible à tous, partout dans le monde. Cette dimension démocratique de la distribution numérique est l'une des avancées majeures de l'industrie du cinéma contemporain, et Beasts of No Nation en est l'un des pionniers. La question de la responsabilité de l'artiste face à la souffrance est posée par le film avec une acuité particulière. Fukunaga, en tant qu'artiste occidental, a-t-il le droit de représenter la souffrance africaine? Cette question, qui traverse les études postcoloniales, est abordée de manière indirecte par le film, qui refuse le trope du sauveur blanc et se concentre exclusivement sur les dynamiques internes au conflit. Fukunaga a également veillé à impliquer des acteurs et des techniciens locaux dans la production, et à s'appuyer sur des recherches documentaires approfondies. Cette démarche éthique témoigne d'un respect profond pour les victimes et d'une conscience aiguë des enjeux politiques de la représentation. La représentation de la nature humaine dans le film est profondément pessimiste, mais pas totalement désespérée. L'homme est montré comme un être capable du pire, mais aussi du meilleur. La guerre révèle la part sombre de l'humanité, mais elle révèle aussi sa capacité de résistance, de solidarité, d'amour. Cette vision nuancée de l'homme est l'une des grandes forces du film, celle qui le distingue des œuvres misanthropes qui ne voient dans l'humanité que la barbarie. Fukunaga ne nie pas l'existence du mal, mais il refuse de réduire l'homme à sa dimension la plus sombre. Cette foi dans la possibilité du bien, même dans les circonstances les plus extrêmes, est l'un des messages les plus importants du film. La scène où Agu est contraint de participer à une exécution collective est l'une des plus éprouvantes du film. La caméra filme sans interruption le visage de l'enfant, qui passe par toutes les émotions. La peur, le dégoût, la colère, la résignation. Cette scène, d'une violence psychologique extrême, montre comment la guerre érode progressivement les inhibitions morales et transforme les victimes en bourreaux. Elle est le point culminant du processus de déshumanisation décrit par le film, le moment où Agu bascule définitivement dans l'horreur. Cette scène restera dans les annales du cinéma comme l'une des représentations les plus justes et les plus insoutenables de la violence de guerre. La question de la réinsertion des anciens enfants soldats dans la société civile est l'un des enjeux majeurs des politiques de reconstruction post-conflit. Le film montre que cette réinsertion est un processus complexe, qui passe par la reconnaissance de la souffrance, le pardon, la réconciliation.
Mais il montre aussi que la société n'est pas toujours prête à accueillir les anciens bourreaux, et que les anciens enfants soldats sont souvent stigmatisés, marginalisés, rejetés. Cette représentation réaliste des difficultés de la réinsertion est l'une des contributions les plus importantes du film à la compréhension des défis de la reconstruction post-conflit. La dimension esthétique du film est indissociable de sa dimension éthique. La beauté des images, loin de masquer l'horreur, la rend plus présente, plus palpable, plus insupportable. Cette alliance de la beauté et de l'horreur est l'une des caractéristiques du cinéma de Fukunaga, qui s'inscrit dans une tradition qui remonte aux peintures de la Renaissance et aux grandes œuvres de la littérature baroque. Le film ne cherche pas à choquer, mais à émouvoir, à faire ressentir au spectateur la profondeur de la tragédie. Cette ambition esthétique, aussi exigeante soit-elle, est l'une des raisons pour lesquelles Beasts of No Nation est considérée comme une œuvre majeure du cinéma contemporain. La question de la vérité et de la fiction est posée par le film de manière subtile. Bien que l'histoire d'Agu soit fictive, elle repose sur des faits réels, sur des témoignages recueillis par Fukunaga et son équipe. Cette tension entre la vérité et la fiction est constitutive du cinéma, qui transforme le réel en spectacle. Le film assume pleinement cette tension, sans prétendre à l'exactitude documentaire ni renoncer à la puissance émotionnelle de la fiction. Cette position équilibrée lui permet de toucher un large public tout en respectant la complexité du réel. Elle est l'une des clés de la réussite du film, qui parvient à être à la fois un témoignage et une œuvre d'art. La scène où Agu est recueilli par les casques bleus est filmée avec une retenue qui contraste avec la violence des séquences précédentes. Le soulagement est palpable, mais il est teinté de tristesse et d'incertitude. Agu est sauvé physiquement, mais son avenir reste incertain. Cette scène montre que la fin de la guerre ne signifie pas la fin de la souffrance, et que la reconstruction est un processus long et incertain. Elle est le point de départ d'une nouvelle épreuve, celle de la guérison qui sera peut-être plus difficile encore que la survie en temps de guerre. Cette conscience de l'après-guerre comme prolongement de l'épreuve est l'une des dimensions les plus lucides du film. La question de la dignité humaine est au cœur du projet de Fukunaga. Le film montre que la dignité n'est pas une donnée abstraite, mais une conquête quotidienne, menacée par la guerre, la faim, la violence. Agu se bat pour préserver sa dignité dans des circonstances qui la rendent presque impossible. Cette lutte pour la dignité est le ressort profond du personnage, celle qui le pousse à survivre, à se souvenir, à espérer. Le film célèbre cette dignité fragile, qui résiste à tout, même aux pires atrocités. Cette célébration de la dignité humaine est l'un des messages les plus forts du film, celui qui lui donne sa portée universelle. La représentation de la guerre comme un système est l'une des contributions les plus importantes du film à la compréhension des conflits armés. La guerre n'est pas un accident, mais un système organisé, avec ses règles, ses hiérarchies, ses intérêts. Ce système se nourrit de la violence et la reproduit, créant un cycle infernal dont il est difficile de sortir. Le film montre comment ce système broie les individus, les transforme en instruments de mort, les prive de leur liberté et de leur humanité. Cette analyse systémique de la guerre est l'une des clés de lecture les plus fécondes du film, celle qui permet de comprendre pourquoi les guerres durent si longtemps et pourquoi elles sont si difficiles à arrêter. La scène où Agu et ses compagnons traversent un village dévasté est d'une tristesse infinie. Les maisons brûlées, les cadavres abandonnés, les objets épars témoignent de la violence qui s'est abattue sur les habitants. Cette vision de la désolation est le pendant exact de la scène d'ouverture, où le village était plein de vie et de joie. Le contraste entre ces deux scènes est l'un des plus forts du film, celui qui illustre le plus clairement les ravages de la guerre. La destruction du village et la destruction du monde d'Agu, de son enfance, de ses rêves. Cette perte irrémédiable est le cœur de la tragédie du film. La question de la culpabilité est traitée avec une grande finesse psychologique. Agu se sent coupable des crimes qu'il a commis, même s'il a été contraint de les commettre. Cette culpabilité est d'autant plus douloureuse qu'elle est injuste, mais elle n'en est pas moins réelle. Le film montre que la culpabilité est un sentiment complexe, qui ne se réduit pas à la responsabilité juridique. Agu est coupable aux yeux de sa conscience, même s'il est innocent aux yeux de la loi. Cette distinction entre la culpabilité morale et la responsabilité juridique est l'une des clés de la compréhension du personnage et de son cheminement vers la guérison. La dimension sonore du film est d'une richesse remarquable. Les bruits de la nature, les chants des oiseaux, le vent dans les feuilles, contrastent avec les sons de la guerre, les détonations, les cris, les silences oppressants. Cette bande-son immersive contribue à créer une atmosphère d'angoisse et de réalisme qui enveloppe le spectateur. La musique de Dan Romay, discrète mais efficace, ponctue les moments les plus intenses sans jamais écraser les images. Cette économie sonore témoigne d'une grande maturité artistique et d'une confiance dans la puissance des images pour émouvoir le spectateur. La question de la transmission des valeurs est au cœur de l'expérience d'Agu. Avant la guerre, son père lui transmettait des valeurs de respect, de travail, d'honnêteté. La guerre détruit cette transmission et la remplace par des valeurs de violence, de domination, de survie à tout prix.
Le film montre que la guerre est d'abord une guerre contre les valeurs, une tentative de détruire ce qui fait l'humanité de l'homme. Agu devra reconstruire son système de valeurs, non pas en revenant en arrière, mais en inventant de nouvelles valeurs qui tiennent compte de son expérience. Cette reconstruction morale est l'un des enjeux majeurs de la guérison, et le film en rend compte avec une grande lucidité. La scène où Agu, pour la première fois, refuse d'obéir à un ordre est un moment charnière du film. Ce refus, timide et risqué, marque le début de la reconquête de son autonomie morale. Agu n'est plus simplement un instrument entre les mains du commandant, il redevient un sujet capable de juger et de choisir. Cette reconquête de la liberté est l'une des étapes les plus importantes de son parcours, celle qui rend possible la guérison. Le film montre que la liberté ne se donne pas. Elle se conquiert, souvent au prix de grands sacrifices. Cette leçon de courage et de dignité est l'un des messages les plus forts du film. La représentation de la communauté internationale dans le film est ambivalente. D'un côté, les casques bleus apparaissent comme des sauveurs, ceux qui arrachent Agu à l'enfer de la guerre. De l'autre, leur intervention est tardive, limitée, et ne résout rien sur le long terme. Cette ambivalence reflète la complexité des interventions internationales, souvent critiquées pour leur inefficacité et leur manque de moyens. Le film ne tranche pas la question de la légitimité de ces interventions, mais il montre qu'elles sont insuffisantes pour prévenir les atrocités et pour aider les victimes à se reconstruire. Cette critique implicite de l'aide internationale est l'une des dimensions politiques les plus importantes du film. La question de la paternité est explorée à travers les différentes figures masculines du film. Le père biologique d'Agu incarne l'autorité bienveillante, la protection, la transmission des valeurs. Le commandant incarne l'autorité toxique, la manipulation, la destruction. Entre ces deux figures, Agu doit trouver sa propre voie, devenir son propre père, se reconstruire par lui-même. Cette quête de la paternité est l'une des dimensions psychanalytiques les plus riches du film, celle qui lui donne sa profondeur et sa complexité. Elle montre que la guérison passe par la réconciliation avec les figures paternelles, par la capacité à pardonner et à se pardonner. La scène où Agu tente de s'enfuir de la brigade est l'une des plus tendues du film. Sa tentative est vouée à l'échec, et il est rattrapé, puni, humilié. Cette scène montre que la fuite est impossible, que l'évasion n'est pas une option dans un monde où la guerre est partout. Agu est prisonnier, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, incapable d'imaginer une alternative à sa condition. Cette absence d'échappatoire est l'une des dimensions les plus tragiques du film, celle qui crée un sentiment d'enfermement et de désespoir. La fuite impossible d'Agu est la métaphore de la condition des enfants soldats, pris au piège d'un système qui les broie et les abandonne. La représentation de la vie quotidienne dans le camp rebelle est d'une grande précision. Les enfants s'entraînent au maniement des armes, préparent les repas, se reposent, jouent. Cette routine, qui pourrait sembler banale, est en réalité terrifiante, car elle montre que la guerre est devenue le quotidien, la norme, l'horizon indépassable. Les enfants se sont habitués à la violence, ils l'ont intégrée dans leur vie de tous les jours. Cette banalisation de l'horreur est l'un des aspects les plus dérangeants du film, celui qui montre le plus clairement la profondeur de la déshumanisation. La guerre n'est pas une exception, elle est devenue la règle. La question de l'identité est au cœur du parcours d'Agu. Qui est-il après tout ce qu'il a vécu? Est-il encore l'enfant innocent du début du film, ou est-il devenu un autre, un être nouveau, marqué à jamais par la violence? Le film ne répond pas à ces questions, mais il les pose avec une insistance qui force la réflexion. Agu est un être en devenir, un être qui cherche sa place dans un monde qui ne veut pas de lui. Cette quête d'identité est l'une des dimensions les plus émouvantes du personnage, celle qui le rend profondément humain et universel. Elle montre que la guerre ne détruit pas seulement les corps. Elle détruit aussi les âmes, les identités, les projets de vie. La scène où Agu regarde une photographie de sa famille est d'une grande puissance émotionnelle. Cette photographie, miraculeusement préservée, est le seul lien qui le rattache à son passé, à son enfance, à sa vie d'avant. En la regardant, Agu se souvient de qui il était, de ce qu'il a perdu, de ce qu'il ne retrouvera jamais. Cette photographie est un symbole de la mémoire, de la transmission, de la fidélité aux morts. Elle est aussi un rappel de la fragilité de la vie et de la rapidité avec laquelle tout peut basculer. Cette scène, d'une grande délicatesse, est l'une des plus belles du film, celle qui résume le mieux sa dimension humaine. La question de la réconciliation avec soi-même est l'un des enjeux majeurs de la guérison. Agu doit apprendre à vivre avec ce qu'il a fait, à accepter sa part de responsabilité, à se pardonner ses fautes. Ce chemin vers la réconciliation avec soi-même est long et douloureux, mais il est indispensable pour sortir du cycle de la violence. Le film montre que ce chemin passe par la parole, par le témoignage, par la reconnaissance de la souffrance. C'est ce travail de réconciliation que le film lui-même accomplit, en donnant une voix à ceux qui en sont privés, en transformant la souffrance en récit, en œuvre d'art. Cette dimension thérapeutique du cinéma est l'une des plus importantes du film,
celle qui lui donne sa portée humaniste. La représentation de la violence dans le film est d'une justesse remarquable. Fukunaga ne cherche pas à choquer gratuitement, mais à montrer la réalité de la guerre, avec toute sa cruauté et son absurdité. Les scènes de violence sont filmées avec une retenue qui en accentue l'impact, sans jamais tomber dans la complaisance. Cette justesse dans la représentation de la violence est l'une des grandes forces du film, celle qui le distingue des œuvres sensationnalistes qui exploitent la souffrance à des fins commerciales. Le film traite son sujet avec un respect profond pour les victimes et une conscience aiguë de sa responsabilité éthique. La question de la transmission de la mémoire est au cœur du projet de Fukunaga. Le film est un acte de mémoire, une manière de transmettre aux générations futures le souvenir des atrocités commises, afin qu'elles ne se reproduisent pas. Cette transmission passe par le récit, par l'image, par l'émotion. Le film s'inscrit ainsi dans une tradition qui remonte aux grandes œuvres de témoignage, de Primo Levi à Svetlana Alexievitch. Cette dimension mémorielle donne au film une portée éthique et politique qui dépasse le simple divertissement. Il s'agit de créer une mémoire collective, de faire en sorte que les victimes ne soient pas oubliées, que leurs souffrances servent de leçon pour l'avenir. La scène finale, où Agu regarde la mer, est ouverte à de multiples interprétations. Certains y voient un symbole d'espoir, la promesse d'un avenir possible. D'autres y voient une image de l'incertitude, l'immensité d'un monde dans lequel Agu doit trouver sa place. Cette ambiguïté est délibérée. Elle reflète la complexité de la condition des anciens enfants soldats, dont le destin n'est jamais tracé d'avance. La mer est à la fois une ouverture et une menace, un appel au départ et une invitation à la contemplation. Cette richesse symbolique donne à la fin du film une profondeur qui hante longtemps le spectateur, l'invitant à poursuivre la réflexion bien après le générique. La question de la place de l'enfant dans la société est posée par le film avec une acuité particulière. Agu, comme tous les enfants, est un être en devenir qui a besoin de protection, d'éducation, d'amour pour s'épanouir. La guerre le prive de tout cela, le transformant en instrument de mort. Le film montre que la protection de l'enfance est une responsabilité collective qui engage non seulement les familles, mais aussi les communautés, les États, la communauté internationale. Cette dimension politique du film est essentielle pour comprendre sa portée. Il ne s'agit pas seulement de témoigner, mais aussi d'appeler à l'action, de rappeler que chaque enfant a droit à une enfance, à l'éducation, à la paix. Cette conviction humaniste est le cœur du projet de Fukunaga, et elle fait de Beasts of No Nation une œuvre profondément engagée, un cri d'alarme contre l'indifférence et la fatalité. Le choix du réalisateur de ne jamais situer précisément le pays où se déroule l'action est essentiel pour comprendre la portée universelle du récit. En refusant d'ancrer l'histoire dans une géographie identifiable, Fukunaga évite le piège du commentaire politique localisé et élève son film au rang de parabole sur la guerre, l'enfance et la manipulation. Cette absence de repères géographiques précis renforce également le sentiment d'enfermement et de perte de repères vécu par le personnage principal, Agu, dont le monde familier disparaît brutalement pour laisser place à un no man's land moral et physique. Le spectateur, comme l'enfant, est plongé dans un territoire mental où les frontières entre le bien et le mal, le réel et le cauchemar, se dissolvent progressivement. Le film s'ouvre sur une scène d'apparente légèreté où Agu et ses camarades jouent à imiter une émission de télévision en utilisant un poste imaginaire. Cette séquence inaugurale est d'une importance capitale car elle établit immédiatement le registre du film. Celui d'une enfance normale, faite de jeux, de rires et d'insouciance, brutalement happée par la violence adulte. Le téléviseur vide devient un symbole puissant de la manière dont les enfants transforment le monde qui les entoure en spectacle, avant de devenir eux-mêmes les acteurs d'une réalité bien plus terrifiante. Cette scène installe également la voix intérieure d'Agu, ce monologue intérieur poétique qui accompagnera tout le film et qui agit comme un fil conducteur reliant l'enfant qu'il était à la bête qu'il deviendra. L'irruption de la guerre dans la vie d'Agu est brutale et dépourvue de toute préparation narrative. Le père d'Agu, figure d'autorité protectrice et bienveillante, est exécuté sommairement par les soldats gouvernementaux, ainsi que son frère aîné. Cette double perte constitue le traumatisme originel du récit, celui qui précipite la chute du jeune garçon dans l'univers des rebelles. La manière dont Fukunaga filme cette scène est remarquable. Pas d'emphase mélodramatique, pas de gros plans larmoyants, mais une violence sèche, presque administrative, qui rend l'horreur encore plus insupportable. Le spectateur assiste à l'anéantissement d'une cellule familiale en quelques secondes, sans que personne ne puisse intervenir ou même comprendre pleinement ce qui se passe. La fuite d'Agu dans la brousse constitue la première étape de sa métamorphose. Livré à lui-même, affamé et terrifié, il erre dans un paysage qui lui était autrefois familier et qui devient soudain hostile et menaçant. Cette errance est filmée comme une traversée initiatique inversée. Au lieu de grandir et de s'affirmer, Agu se défait progressivement de ses repères d'enfant pour devenir une proie, un être traqué qui n'a d'autre choix que de se soumettre à la première autorité qui lui offrira une protection, même illusoire. La nature luxuriante de la forêt africaine, magnifiquement photographiée par Cary Fukunaga lui-même, devient un décor oppressant où chaque ombre cache un danger potentiel, où chaque bruit annonce une possible exécution.
La rencontre d'Agu avec le commandant marque le véritable point de bascule du film. Idriss Elba incarne ce chef de guerre charismatique avec une intensité qui transcende les simples catégories manichéennes du bien et du mal. Le commandant est à la fois séducteur et prédateur, protecteur et bourreau, père de substitution et geôlier. Lorsqu'il recueille Agu, il ne se contente pas de lui offrir un abri et de la nourriture. Il lui propose une identité nouvelle, une place au sein d'une communauté armée, un but dans un monde qui en est dépourvu. Cette scène d'accueil est délibérément ambivalente. Le spectateur sait que cette rencontre scellera le destin tragique de l'enfant, mais il comprend aussi pourquoi Agu accepte cette offre avec un mélange de soulagement et de terreur. Le processus d'embrigadement d'Agu est décrit avec une précision clinique qui glace le sang. Le film montre comment le jeune garçon est progressivement dépouillé de son humanité par une série de rituels violents. On lui rase la tête, on lui donne un fusil plus grand que lui, on l'habitue à la drogue pour anesthésier sa peur et sa conscience, et surtout on le force à commettre son premier meurtre à la machette. Cette scène, d'une violence insoutenable, est traitée avec une retenue formelle qui en accentue l'horreur. La caméra s'attarde moins sur le geste lui-même que sur le visage d'Agu, sur son regard qui vacille entre l'horreur et l'acceptation. C'est ce moment précis qui transforme l'enfant en soldat, qui tue symboliquement l'innocence et fait naître la bête évoquée par le titre. La voix off d'Agu, omniprésente dans le film, mérite une analyse particulière. Elle n'est pas simplement un procédé narratif destiné à guider le spectateur. Elle constitue l'expression d'une conscience fragmentée, d'un être qui tente désespérément de donner un sens à ce qui lui arrive. Les paroles d'Agu, empreintes d'une naïveté poétique et d'une profondeur métaphysique bouleversante, évoquent par moments les monologues intérieurs des personnages de Terrence Malick, auxquels Fukunaga est souvent comparé. Mais là où Malick cherche l'élévation spirituelle, Fukunaga explore les ténèbres de l'âme humaine avec une lucidité impitoyable. Les pensées d'Agu sur Dieu, sur le bien et le mal, sur la mort, sont celles d'un enfant qui a vieilli trop vite et qui cherche dans les mots un refuge contre la folie du monde. Le personnage du commandant est sans doute l'une des créations les plus fascinantes du cinéma de guerre contemporain. Idriss Elba lui confère une épaisseur tragique qui évite soigneusement la caricature. Le commandant n'est pas un simple fou sanguinaire. Il croit sincèrement en sa cause, se présente comme un libérateur du peuple opprimé, et manifeste à l'égard de ses jeunes soldats une affection qui, pour être manipulatrice, n'en est pas moins réelle. Cette ambiguïté rend le personnage infiniment plus terrifiant qu'un méchant unidimensionnel, car elle montre que les pires bourreaux sont souvent des êtres convaincus de leur propre bonté. Le commandant se perçoit comme un père, un guide spirituel, un sauveur, alors qu'il n'est en réalité qu'un rouage d'une machine de mort qui broie les enfants pour assouvir des ambitions de pouvoir. La relation entre Agu et Strika, son compagnon muet, constitue l'un des fils les plus émouvants du film. Strika, qui a perdu l'usage de la parole à cause des horreurs qu'il a subies, devient le double silencieux d'Agu, son frère d'infortune, l'incarnation de tout ce que le jeune garçon refuse de verbaliser. Leur amitié naît dans des circonstances monstrueuses et se développe dans la violence et la terreur, mais elle n'en demeure pas moins authentique et profondément humaine. À travers ce duo d'enfants brisés, le film montre que même au cœur de l'enfer, des liens de solidarité et d'affection peuvent subsister, comme une étincelle d'humanité qui refuse de s'éteindre. Strika est également le rappel constant de ce qu'Agu aurait pu devenir s'il n'avait pas trouvé en lui la force de continuer à penser, à se souvenir, à espérer. La structure narrative du film épouse le parcours intérieur d'Agu avec une fidélité remarquable. Le récit n'obéit pas aux conventions classiques du film de guerre hollywoodien. Pas de montée en puissance dramatique linéaire, pas de climax spectaculaire, pas de résolution triomphale. Au contraire, le film progresse par paliers de dégradation, par soubresauts de violence entrecoupés de moments d'attente et d'errance, jusqu'à l'épuisement complet du personnage et du spectateur. Cette structure fragmentée, qui épouse la logique du cauchemar plutôt que celle du récit traditionnel, reflète la dislocation mentale d'Agu et son incapacité à donner un sens à son expérience. Le spectateur est ainsi invité à partager le désarroi du personnage, à renoncer à ses attentes narratives habituelles, à se laisser porter par un flux d'images et de sensations qui ne laisse aucun répit. La photographie de Kari Joji Fukunaga joue un rôle fondamental dans l'esthétique du film. Le réalisateur, qui officie également comme directeur de la photographie, a choisi une palette de couleurs saturées qui magnifie les paysages africains tout en créant un contraste saisissant avec la noirceur du propos. Les verts profonds de la forêt, les ocres des pistes de latérite, les ciels flamboyants des couchers de soleil composent un décor d'une beauté presque irréelle, comme si la nature elle-même refusait de se laisser souiller par la barbarie humaine. Cette beauté formelle n'est pas un ornement gratuit. Elle participe pleinement du propos du film en montrant que la guerre ne détruit pas seulement les êtres, mais aussi le monde dans lequel ils vivent, transformant un paradis terrestre en champ de ruines. La violence dans Beasts of No Nation n'est jamais gratuite ni complaisante, bien qu'elle soit omniprésente. Fukunaga filme les exactions avec une retenue qui en accentue l'impact. Souvent, la caméra se détourne au moment du coup, préférant montrer les visages des témoins, les corps qui tombent, les regards qui se vident. Cette stratégie de mise en scène, qui refuse le spectacle de la souffrance, témoigne d'un profond respect pour les victimes réelles des conflits africains.
Le film ne cherche pas à provoquer un choc éphémère, mais à susciter une prise de conscience durable en montrant les conséquences psychologiques et morales de la violence sur ceux qui la subissent et ceux qui la perpètrent. La question du point de vue est centrale dans l'économie du film. Tout est vu à travers les yeux d'Agu, ce qui impose au spectateur une identification immédiate et parfois insupportable avec l'enfant soldat. Fukunaga ne nous permet jamais de nous réfugier dans une position confortable de spectateur extérieur. Nous sommes avec Agu dans la brousse, avec lui dans les villages pillés, avec lui lorsqu'il commet l'irréparable. Cette immersion totale, renforcée par l'usage de caméras portées et de plans rapprochés, crée un sentiment de claustrophobie et d'oppression qui constitue l'une des grandes réussites du film. Le spectateur n'observe pas la guerre. Il la vit de l'intérieur, avec toute la confusion, la peur et l'ambiguïté morale que cela implique. Le traitement du corps dans Beasts of No Nation mérite une attention particulière. Les corps des enfants soldats sont montrés comme des territoires investis par la guerre. Corps amaigris, corps drogués, corps armés, corps mutilés. Le film insiste sur cette transformation physique qui accompagne la métamorphose morale d'Agu. Le jeune garçon, d'abord fragile et fluet, se muscle progressivement, adopte une démarche de soldat, apprend à porter un fusil comme un prolongement naturel de son bras. Cette évolution corporelle est le signe visible de la désagrégation intérieure, la preuve que la guerre s'inscrit littéralement dans la chair de ceux qui la font et la subissent. À la fin du film, le corps d'Agu n'est plus celui d'un enfant, mais celui d'un survivant marqué à jamais par les stigmates de la violence. La figure du père occupe une place centrale dans l'économie symbolique du film. Le père biologique d'Agu, présent dans les premières scènes, incarne l'autorité bienveillante, la protection, la transmission des valeurs. Sa mort brutale laisse un vide que le commandant s'empressera de combler en se présentant comme un père de substitution. Mais là où le père biologique protégeait et éduquait, le commandant exploite et corrompt. Cette opposition entre les deux figures paternelles structure tout le récit et donne au film sa dimension tragique. Agu est condamné à chercher un père dans un monde qui a tué le sien, et il ne trouve que des monstres prêts à exploiter sa vulnérabilité. Cette quête du père perdu est l'une des clés de lecture les plus riches du film, celle qui lui confère une résonance psychanalytique et mythologique profonde. Le film aborde également la question de la masculinité et de la violence comme rite initiatique perverti. Dans de nombreuses cultures africaines, le passage de l'enfance à l'âge adulte est marqué par des rituels qui testent le courage et la résistance des jeunes garçons. Beasts of No Nation montre comment la guerre détourne ces rituels pour fabriquer des tueurs. Le premier meurtre d'Agu est présenté comme une épreuve initiatique, un baptême de sang qui le fait entrer dans la communauté des soldats. Cette perversion des traditions est au cœur de la critique du film. En transformant les enfants en guerriers, la guerre ne les fait pas grandir, elle les mutile psychologiquement et moralement, les privant à jamais de leur enfance. La représentation des femmes dans le film, bien que secondaire, n'est pas sans intérêt. Les mères, les sœurs, les épouses apparaissent furtivement, souvent comme des victimes collatérales de la violence masculine. La mère d'Agu, contrainte de fuir avec sa fille, incarne cette féminité chassée du monde par la guerre, reléguée aux marges du récit. Le film ne s'attarde pas sur le sort des femmes violées, réduites en esclavage, massacrées, mais leur absence même constitue un commentaire éloquent sur la nature profondément patriarcale de la guerre. Les femmes sont les grandes oubliées du récit, celles dont la voix est étouffée, dont le corps est un champ de bataille parmi d'autres. La bande sonore de Dan Romay accompagne le récit avec une discrétion remarquable. Plutôt que d'imposer une musique omniprésente qui manipulerait les émotions du spectateur, le film privilégie les sons naturels. Le bruit du vent dans les arbres, le crépitement des armes à feu, les cris des oiseaux et des enfants. Cette économie sonore crée un contraste saisissant avec la violence des images et renforce l'impression de réalité documentaire. Lorsque la musique surgit enfin, dans les moments les plus intenses, elle est d'autant plus poignante qu'elle a été rare, réservée pour les instants de grâce ou d'horreur absolue. Cette tenue musicale témoigne de la maturité artistique de Fukunaga et de sa confiance dans la puissance des images pour émouvoir le spectateur. La scène du premier meurtre d'Agu constitue sans doute le sommet dramatique du film. Contraint par le commandant de frapper à la machette un prisonnier déjà agonisant, Agu hésite, pleure, supplie, avant de s'exécuter dans un accès de rage et de désespoir. Cette scène, d'une violence psychologique extrême, est filmée sans aucune complaisance. La caméra s'attarde sur le visage d'Agu, sur ses larmes, sur le tremblement de ses mains, sur le regard vide du prisonnier. Le spectateur assiste, impuissant, à la destruction définitive de l'innocence du personnage. Après ce meurtre, Agu ne sera plus jamais le même. Il a franchi une ligne dont on ne revient pas, et le reste du film sera l'histoire de sa tentative désespérée de survivre à cette chute. La notion de communauté est explorée avec une subtilité remarquable tout au long du film. La brigade d'enfants soldats fonctionne comme une micro-société régie par des règles impitoyables. Loyauté absolue envers le commandant, mépris de la peur, célébration de la violence. Mais cette communauté offre aussi à ses membres un sentiment d'appartenance, une fraternité née du partage des épreuves et de la mort. Les scènes de vie quotidienne dans le camp, où les enfants jouent, se chamaillent, échangent des histoires,
montre que même dans l'horreur, des liens humains authentiques peuvent se tisser. Cette complexité empêche le film de sombrer dans le manichéisme et rappelle que les enfants soldats ne sont pas simplement des victimes passives, mais aussi des acteurs qui tentent de donner un sens à leur existence. Le rapport à la religion et à la spiritualité traverse tout le film de manière lancinante. Agu, élevé dans une famille chrétienne, s'interroge constamment sur la présence de Dieu au milieu de tant de souffrances. Ses prières, ses doutes, ses élans mystiques ponctuent le récit et lui confèrent une dimension métaphysique profonde. Le film ne propose pas de réponse à la question du mal, mais il la pose avec une sincérité bouleversante. La foi d'Agu, d'abord naïve et enfantine, se transforme progressivement en un cri de désespoir adressé à un ciel vide. Cette quête spirituelle avortée est l'une des dimensions les plus tragiques du personnage, celle qui le rapproche des grandes figures de la littérature existentialiste. La notion de survie est au cœur de l'expérience d'Agu. Le film montre comment l'instinct de conservation peut pousser un enfant à des actes impensables. Agu ne tue pas par conviction idéologique ni par plaisir sadique. Il tue pour rester en vie, pour prouver sa loyauté, pour éviter d'être lui-même exécuté. Cette logique de survie qui transforme les victimes en bourreaux est l'un des aspects les plus dérangeants du film. Elle oblige le spectateur à s'interroger sur ce qu'il aurait fait à la place d'Agu, sur les compromissions auxquelles il aurait consenti pour sauver sa peau. Cette question sans réponse est le cœur du malaise provoqué par le film, celle qui empêche toute condamnation facile et tout jugement hâtif. La représentation des adultes dans le film est presque uniformément négative. Les parents d'Agu sont tués, le commandant est un manipulateur, les supérieurs du commandant sont des politiciens cyniques, les soldats gouvernementaux sont des assassins. Les seuls adultes qui apparaissent sous un jour positif sont les casques bleus des Nations Unies, mais leur intervention est tardive, limitée, et ne résout rien. Cette vision pessimiste de l'humanité adulte est cohérente avec le point de vue du film. Ce sont les adultes qui créent les guerres, et ce sont les enfants qui en paient le prix. La condamnation implicite de la lâcheté et de la cupidité des aînés est sans appel. La dislocation de la brigade rebelle, dans la seconde moitié du film, marque un tournant dans le récit. La guerre se retourne contre ceux qui la font. Le commandant est destitué par ses supérieurs, la brigade est livrée à elle-même, les enfants errent sans but dans une brousse devenue hostile. Cette décomposition du groupe reflète la désillusion croissante d'Agu, qui comprend progressivement que le commandant n'est pas le leader invincible qu'il prétendait être, mais un homme parmi d'autres, soumis au même rapport de force et aux mêmes trahisons. La chute du commandant est aussi la chute de la figure paternelle que s'était inventée Agu, et cette double perte le laisse plus seul que jamais. La scène où Agu retrouve sa mère, dans un camp de réfugiés, est l'une des plus déchirantes du film. La mère ne reconnaît pas son fils, ou plutôt refuse de le reconnaître, tant il a changé. Agu est devenu un étranger pour celle qu'il a mis au monde, un monstre que la guerre a rendu méconnaissable. Cette scène de non-retrouvailles, où le regard de la mère glisse sur le visage de son fils sans s'y arrêter, est d'une cruauté insoutenable. Elle montre que la guerre ne détruit pas seulement les corps, mais aussi les liens les plus sacrés qu'elle creuse entre les êtres des abîmes infranchissables. Est la fin du film, qui voit Agu recueilli par les casques bleus et placé dans un centre de réhabilitation, est empreinte d'une ambiguïté délibérée. Le spectateur aimerait croire à une rédemption possible, à une reconstruction de l'enfant brisé. Mais le film se garde bien de tout optimisme facile. Les dernières images montrent Agu seul, assis sur un rocher face à la mer, perdu dans ses pensées, incapable de se réinsérer dans le monde des vivants. Cette fin ouverte refuse de trancher. Agu est-il guéri? Est-il condamné à rester à jamais prisonnier de ses souvenirs? Le film ne répond pas, et c'est cette incertitude qui hante le spectateur longtemps après le générique. La dimension politique du film est indissociable de sa dimension esthétique. Fukunaga ne se contente pas de dénoncer le phénomène des enfants soldats, il interroge les mécanismes profonds qui rendent possible de telles atrocités. La pauvreté, l'absence d'État, la corruption, la circulation incontrôlée des armes, l'indifférence de la communauté internationale. Autant de facteurs qui, sans être explicitement nommés, sont présents en filigrane dans chaque plan. Le film est un réquisitoire contre la folie des hommes, mais aussi un appel à la responsabilité collective, une invitation à ne pas détourner le regard de ces horreurs qui se déroulent loin de nos écrans de télévision. L'interprétation d'Abraham Atta est l'une des plus remarquables de l'histoire du cinéma d'enfance. Ce jeune acteur ghanéen, découvert par hasard, porte le film sur ses épaules avec une maturité et une justesse qui laissent pantois. Son visage, incroyablement expressif, passe en un instant de l'innocence à la terreur, de la joie à la résignation, avec une économie de moyens qui force l'admiration. Sa performance a été saluée par la critique internationale et lui a valu le prix Marcello Mastroianni à la Mostra de Venise, récompense réservée aux jeunes acteurs les plus prometteurs. Il incarne Agu avec une vérité qui transcende le jeu d'acteur et touche à l'essence même de l'enfance meurtrie. La réception critique du film à sa sortie a été largement favorable, mais certains observateurs ont souligné les risques d'une telle entreprise.
Le film a été accusé par certains de faire le jeu du voyeurisme occidental en exposant la souffrance africaine à des fins de divertissement. Cette critique, bien que minoritaire, mérite d'être examinée. Fukunaga a répondu à ces accusations en insistant sur la rigueur de sa documentation et sur son désir de restituer la complexité des situations sans jamais tomber dans le misérabilisme. Il a également souligné que le film avait été tourné avec des acteurs et des techniciens locaux, et qu'il contribuait à faire connaître au monde une réalité trop souvent ignorée. La comparaison avec d'autres films de guerre est inévitable et éclairante. Beasts of No Nation s'inscrit dans une lignée qui remonte au chef-d'œuvre du cinéma soviétique, notamment le cuirassé Potemkin de Sergueï Eisenstein, dont il reprend la structure en escalier et la violence sèche. Mais il doit également beaucoup à des films comme L'enfance d'Ivan d'Andreï Tarkovsky qui explore lui aussi les ravages de la guerre sur un enfant, ou encore Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, dont le commandant est une lointaine réincarnation du colonel Kurtz. Ces filiations confèrent au film une profondeur culturelle qui dépasse le simple cadre du cinéma africain et l'inscrit dans l'histoire universelle du cinéma. La question de la mémoire et du témoignage est omniprésente dans le film. Agu raconte son histoire à la première personne, comme s'il cherchait à la fois à se souvenir et à oublier. Son récit est un acte de survie psychique, une manière de mettre en mots l'indicible pour tenter de l'apprivoiser. Mais la mémoire est aussi un fardeau, une blessure qui ne cicatrise pas. Le film montre que les survivants de telles expériences sont condamnés à porter en eux les images de ce qu'ils ont vu et fait, à jamais hantés par les fantômes de leurs victimes. Cette dimension testimoniale donne au film une portée éthique qui dépasse le simple divertissement cinématographique. La représentation de la drogue dans le film est d'une précision glaçante. Les enfants soldats sont régulièrement drogués pour anesthésier leur peur et décupler leur agressivité. Ces scènes montrent comment la manipulation chimique s'ajoute à la manipulation psychologique pour transformer les enfants en machines à tuer. Agu, comme ses compagnons, est progressivement dépendant de ces substances qui lui permettent de ne plus penser, de ne plus sentir, de ne plus se souvenir. Cette drogue est le carburant de la guerre, le lubrifiant qui permet aux engrenages de la violence de tourner sans grincer. En montrant cet aspect méconnu du phénomène des enfants soldats, le film contribue à une compréhension plus fine des mécanismes de l'embrigadement. La relation entre Agu et la nature évolue tout au long du film. Au début, la forêt est un lieu de jeu et de découverte, un espace de liberté où l'enfant peut s'épanouir. Après sa fuite, elle devient un refuge précaire, un abri menacé par les bêtes et les hommes. Puis, avec l'arrivée dans la brigade, la nature se transforme en champ de bataille, en terrain de chasse, en décor de massacre. Cette évolution reflète la dégradation intérieure d'Agu, qui perd progressivement le contact avec la beauté du monde pour ne plus voir que la laideur de la guerre. La nature, dans le film, est un miroir de l'âme du personnage, et sa transformation progressive est l'un des signes les plus subtils de la tragédie en cours. Le film explore également la question de la culpabilité et du pardon. Agu est hanté par le souvenir de ses crimes, par les visages de ceux qu'il a tués, par le sang qu'il a versé. Cette culpabilité est d'autant plus douloureuse qu'elle est injuste. Agu est une victime autant qu'un bourreau, un enfant qui a été forcé de faire le mal pour survivre. Mais la culpabilité ne se raisonne pas, elle s'impose, elle écrase, elle empêche de vivre. Le pardon, s'il existe, ne peut venir que des autres et de soi-même, et le film montre à quel point ce chemin est long et incertain. Cette dimension morale profonde élève le film au rang des grandes œuvres sur la condition humaine. La mise en scène de Fukunaga privilégie les plans longs et les mouvements de caméra fluides qui suivent les personnages sans les lâcher. Cette technique crée une impression de continuité et d'immersion totale dans l'action, comme si le spectateur était lui-même un membre de la brigade. Les plans rapprochés sur les visages, les mains, les armes, créent une intimité troublante avec les personnages, tandis que les plans larges sur les paysages dévastés rappellent l'ampleur du désastre. Cette alternance entre le microcosme et le macrocosme donne au film sa respiration particulière, son rythme à la fois haletant et contemplatif. Le choix de tourner en pellicule 35 mm, plutôt qu'en numérique, contribue à l'esthétique singulière du film. La pellicule confère aux images une texture granuleuse, une chaleur organique, qui contraste avec la froideur clinique du numérique. Les couleurs sont saturées, les contrastes accentués, les noirs profonds. Ce choix technique, de plus en plus rare dans le cinéma contemporain, témoigne d'un souci esthétique qui élève le film au rang d'œuvre d'art. Fukunaga, qui a également été directeur de la photographie sur le film, a su tirer parti des possibilités expressives de la pellicule pour créer des images d'une beauté saisissante. La scène de la traversée du fleuve, où les enfants soldats pataugent dans l'eau boueuse sous une pluie battante, est l'une des plus mémorables du film. Cette séquence, d'une durée inhabituelle, est filmée comme une descente aux enfers, une traversée du Styx qui mène les personnages vers une mort certaine. L'eau, élément traditionnellement associé à la purification et à la Renaissance, devient ici un élément de souillure et de noyade. Cette inversion symbolique est caractéristique de la vision du monde du film. Dans l'univers de la guerre, les valeurs sont inversées, les symboles détournés, les espoirs déçus. Le fleuve ne lave pas les péchés,
Il les charrie comme un flux ininterrompu de sang et de boue. La dimension initiatique du film est renforcée par sa structure en 3 parties, qui évoquent les rites de passage traditionnels. La première partie, celle de la séparation, voit Agu arraché à son monde familier et projeté dans l'inconnu. La deuxième partie, celle de la marge, est la plus longue et la plus sombre. Agu erre dans l'entre-deux, ni enfant ni adulte, ni victime ni bourreau, soumis à des épreuves de plus en plus terribles. La troisième partie, celle de la réintégration, est à peine esquissée. Agu est recueilli par les casques bleus, mais sa réintégration dans le monde des vivants reste incertaine. Cette structure initiatique inversée, où le passage à l'âge adulte se fait par la destruction plutôt que par la construction, est l'une des clés de lecture les plus fécondes du film. La question de la langue et de la traduction mérite également d'être soulevée. Le film est tourné en anglais, mais avec des accents et des tournures qui rappellent les langues locales. Ce choix linguistique a été critiqué par certains puristes, qui y voient une concession au public international. Mais il peut aussi être interprété comme une tentative de créer une langue hybride, un idiome de la guerre qui transcende les frontières nationales. Les dialogues, souvent minimalistes, laissent une large place au silence et au regard, comme si les mots étaient devenus impuissants à exprimer l'indicible. Cette économie verbale est l'une des forces du film, celle qui lui confère sa puissance évocatrice. L'absence quasi totale d'humour dans le film est révélatrice de son ambition. Fukunaga ne cherche pas à soulager le spectateur par des moments de détente, à lui offrir des respirations comiques qui rendraient l'horreur plus supportable. Au contraire, il maintient une tension constante, une atmosphère d'angoisse qui ne se relâche jamais. Cette austérité assumée est un choix artistique courageux qui refuse la facilité et respecte l'intelligence du spectateur. Le film n'est pas un divertissement. C'est une épreuve, un chemin de croix que le spectateur doit parcourir aux côtés d'Agu, sans échappatoire possible. Et la représentation de la hiérarchie militaire et politique dans le film est d'une grande subtilité. Le commandant n'est pas le sommet de la pyramide, il est lui-même soumis à des supérieurs qui le manipulent et le trahissent. Cette chaîne de commandement opaque, où les ordres circulent sans que l'on sache qui les donne, crée un sentiment de confusion et d'absurdité qui rappelle les grands films sur la bureaucratie de la guerre. Les enfants soldats, au bas de l'échelle, sont les instruments de force qui les dépassent et dont ils ignorent tout. Cette dimension systémique de la violence est essentielle pour comprendre la portée politique du film. La guerre n'est pas le fait d'individus isolés, mais d'un système qui produit et reproduit la violence. La fin ouverte du film a suscité de nombreux débats parmi les critiques. Certains y voient une note d'espoir, la promesse d'une rédemption possible pour Agu. D'autres y voient une ultime cruauté, le constat désabusé que la guérison est impossible. La vérité est sans doute entre les deux. Le film suggère que la rédemption est possible, mais qu'elle est longue, incertaine, et qu'elle passe par la confrontation avec ses propres démons. Cette fin ouverte, qui refuse le happy end hollywoodien, est cohérente avec le réalisme du film et avec son ambition de témoigner de la complexité du phénomène des enfants soldats. L'impact culturel du film a été considérable, bien qu'il soit difficile à mesurer précisément. Beasts of No Nation a contribué à sensibiliser l'opinion publique internationale à la question des enfants soldats, qui reste l'un des problèmes les plus graves de l'Afrique contemporaine. Il a également démontré la capacité de Netflix à produire des œuvres cinématographiques ambitieuses et exigeantes, en dehors des circuits traditionnels de distribution. Ce double impact humanitaire et industriel fait de Beasts of No Nation un film charnière dans l'histoire du cinéma, un objet hybride qui appartient à la fois au passé et au futur du 7e art. La question de la responsabilité de l'Occident dans les conflits africains est abordée de manière oblique dans le film. Les armes utilisées par les rebelles et les forces gouvernementales proviennent, pour la plupart, de l'étranger. Les intérêts économiques qui se cachent derrière les guerres civiles africaines sont évoqués en filigrane, sans jamais être explicitement dénoncés. Cette discrétion est délibérée. Fukunaga refuse le pamphlet politique pour se concentrer sur l'expérience humaine de la guerre. Mais le spectateur attentif ne peut manquer de s'interroger sur la complicité des puissances étrangères dans les atrocités commises par les enfants soldats. Cette dimension politique implicite donne au film une portée critique qui dépasse le simple constat humanitaire. La performance d'Idris Elba dans le rôle du commandant a été saluée par l'ensemble de la critique comme l'une des meilleures de sa carrière. L'acteur britannique, connu pour ses rôles dans des séries télévisées à succès, livre ici une composition d'une intensité rare qui transcende les stéréotypes du chef de guerre africain. Son commandant est un personnage complexe, déchiré entre ses ambitions personnelles et sa sincérité idéologique, entre sa brutalité et sa tendresse. Cette ambiguïté rend le personnage infiniment plus intéressant et plus effrayant qu'un simple méchant de cinéma. Idris Elba parvient à susciter à la fois la fascination et la répulsion, rappelant les grands monstres sacrés du cinéma, de Marlon Brando dans Apocalypse Now à Ralph Fiennes dans la liste de Schindler. Et la question de la masculinité toxique est au cœur du processus d'embrigadement décrit par le film. Les enfants soldats sont conditionnés à considérer la violence comme une preuve de virilité, la peur comme une faiblesse honteuse, la compassion comme une trahison.
Ce conditionnement passe par des humiliations, des défis, des rituels de passage qui visent à éradiquer toute trace de féminité, c'est-à-dire toute trace d'humanité. Agu est constamment sommé de se comporter en homme, ce qui signifie en soldat, ce qui signifie en tueur. Cette éducation à la violence est une forme de maltraitance psychologique qui laisse des traces indélébiles et qui explique la difficulté des anciens enfants soldats à se réinsérer dans la société civile. La représentation de la mort dans le film est d'une sobriété qui contraste avec la débauche d'hémoglobine des films d'action hollywoodiens. Les morts sont rapides, silencieuses, presque banales. Un coup de feu, un corps qui tombe, et la vie continue comme si de rien n'était. Cette banalisation de la mort est l'un des effets les plus dévastateurs de la guerre sur les esprits, et le film le montre avec une précision clinique. Agu, qui au début du film est terrifié par la vue du sang, finit par tuer sans émotion, comme on accomplit une corvée. Cette évolution est le signe le plus tangible de sa déshumanisation, de sa transformation en bête, comme le suggère le titre. Le titre du film, Beasts of No Nation, est lui-même lourd de signification. Il évoque ces enfants qui n'appartiennent à aucune nation, ces êtres sans patrie qui errent dans les marges du monde civilisé. Mais il suggère aussi que la guerre transforme les hommes en bêtes, qu'elle abolit les frontières entre l'humain et l'animal. Cette double lecture est au cœur du projet de Fukunaga, montrer comment la guerre déshumanise, comment elle réduit les êtres à l'état de créatures sauvages, tout en reconnaissant que même les bêtes sont capables de solidarité, de loyauté, d'amour. Cette tension entre la sauvagerie et l'humanité traverse tout le film et lui confère sa profondeur philosophique. La scène où Agu et ses compagnons attaquent un village est l'une des plus éprouvantes du film. La caméra suit les enfants soldats qui se répandent dans les rues, tirent sur les habitants, pillent les maisons, violent les femmes. Cette séquence, filmée en long plan fluide, crée une impression de chaos total qui désoriente le spectateur. Aucun repère, aucun refuge, aucun moment de répit, la violence est partout, inévitable, écrasante. Cette immersion dans l'horreur est rendue possible par la virtuosité technique de Fukunaga, qui parvient à maintenir une tension maximale sans jamais perdre le spectateur. C'est peut-être la scène la plus marquante du film, celle qui justifie à elle seule le visionnage de cette œuvre exigeante. La question de la résilience est au cœur de la fin du film. Agu, malgré tout ce qu'il a subi, n'est pas totalement détruit. Il conserve en lui une étincelle d'humanité, une capacité à ressentir, à se souvenir, à espérer. Cette résilience est le fruit de sa jeunesse, mais aussi de la solidarité qu'il a pu trouver auprès de certains de ses compagnons, comme Strika. Le film suggère que même dans les circonstances les plus atroces, la solidarité et l'amour peuvent constituer des îlots de résistance contre la barbarie. Cette note d'espoir, aussi ténue soit-elle, est essentielle pour éviter le désespoir total et pour rappeler que l'humanité n'est jamais totalement anéantie. La dimension documentaire du film ne doit pas être sous-estimée. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, Beasts of No Nation repose sur des recherches approfondies menées par le réalisateur et son équipe. Fukunaga a rencontré d'anciens enfants soldats, consulté des organisations humanitaires, étudié les conflits du Libéria et de la Sierra Leone. Cette rigueur documentaire se ressent dans la précision des détails, la justesse des situations, la crédibilité des personnages. Le film ne prétend pas représenter fidèlement un conflit particulier, mais il s'appuie sur des réalités avérées pour construire une fiction crédible et respectueuse des victimes. La question de la justice et de l'impunité est soulevée par le film de manière implicite. Les crimes commis par les enfants soldats restent, pour la plupart, impunis. Les responsables politiques et militaires qui ont armé ces enfants sont rarement traduits en justice. Cette impunité est l'une des causes de la perpétuation des cycles de violence dans les régions touchées par les conflits. Le film, en montrant la souffrance des victimes, appelle implicitement à une justice internationale plus efficace et à une prise de conscience collective de la responsabilité des États dans la protection des enfants. La représentation de l'éducation dans le film est profondément pessimiste. Avant la guerre, Agu allait à l'école et rêvait de devenir médecin ou enseignant. La guerre détruit cette aspiration, comme elle détruit tout le reste. Le film montre que l'éducation est l'une des premières victimes des conflits armés, privant des générations entières de la possibilité de s'épanouir et de contribuer au développement de leur pays. Cette perte de capital humain est l'une des conséquences les plus graves et les plus durables des guerres civiles, et le film en rend compte avec une lucidité douloureuse. La scène finale, où Agu est assis au bord de l'océan, est d'une beauté mélancolique qui hante longtemps le spectateur. La mer, symbole d'infini et de liberté, contraste avec l'enfermement intérieur du personnage. Agu est libre physiquement, mais prisonnier de ses souvenirs, de ses remords, de ses traumatismes. Ce plan final, qui s'attarde longuement sur le visage de l'enfant, est une invitation à la méditation sur le destin des victimes de guerre, sur la possibilité du pardon, sur le sens de la vie après l'horreur. C'est l'une des fins les plus poignantes du cinéma contemporain, celle qui donne au film sa résonance universelle et intemporelle. L'héritage de Beasts of No Nation est multiple. Sur le plan artistique,
le film a prouvé qu'il était possible de traiter des sujets les plus sombres avec une beauté formelle qui ne trahit pas la gravité du propos. Sur le plan industriel, il a ouvert la voie à une nouvelle génération de films produits par les plateformes de streaming, libérés des contraintes commerciales du cinéma traditionnel. Sur le plan humanitaire, il a contribué à faire connaître au grand public la tragédie des enfants soldats et à susciter des vocations d'engagement. Ce triple héritage fait de Beasts of No Nation une œuvre majeure du cinéma du XXIe siècle, un film qui restera dans l'histoire comme un témoignage puissant sur la barbarie humaine et la résilience de l'enfance.